Salut les néo-autonomistes. Lila et Charles nous accueillent à la ferme du Bec et Loin afin de nous présenter le résultat de 2 décennies de partage et de travail autour des principes de la permaculture. Considérée par beaucoup comme la plus belle ferme de France, l'autonomie a une place aussi importante en ce lieu de référence. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur Archipel. Bonjour Charles. Bonjour Brian. Merci de nous recevoir à la ferme du Bec et Loin. C'est avec joie, très heureux d'accueillir Archipel. Je pense que beaucoup de vidéos ont été réalisées chez toi. J'ai notamment, à titre personnel, je t'ai rencontré sur une vidéo, c'était l'école de la permaculture sur YouTube en 2015, la première vidéo. D'accord. Et j'ai vu que maintenant tu parlais un petit peu plus d'autonomie sur la collection Résilience, oui. Aux éditions Une Mer. Absolument. Et je voulais qu'on fasse un mix entre permaculture, autonomie. Oui, pour moi, l'autonomie fait partie de la démarche permaculturelle. Ma grande joie, ça fait 20 ans que je vis ici avec ma famille. Et ça fait bien des années qu'on est embarqué dans une quête d'autonomie. Et je dirais même depuis quelques années, une quête de résilience. Voilà. Donc très heureux de partager toutes nos petites recherches avec vous. Petite question, pour toi, quelle est la différence entre la résilience et l'autonomie? Résilience, je pense notamment face au changement climatique, parce qu'on sent le réchauffement très fort depuis 2019 notamment. Et du coup, cette question de... en fait, mon objectif, c'est que la ferme puisse rester productive pour nourrir la communauté locale, même en cas de collapse, de crise majeure, de guerre. On est quand même dans des temps troublés. Et je pense que la mission d'une ferme, c'est de nourrir les gens qui l'entourent. C'était le cas autrefois, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens mangeaient parce que tu avais plein de toutes petites fermes qui étaient très en autarcie partout. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc ça fait longtemps que je cherche comment est-ce que cette ferme pourrait rester productive, en quelque sorte en toutes circonstances. En toutes circonstances. Oui. On est sur combien d'hectares ici? Alors la ferme fait 20 hectares, le site sur lequel on est là fait 5 hectares. Et je dirais que c'est bien assez pour s'occuper joyeusement, quoi. Et vous êtes combien dans l'ensemble du village? Parce que tu dis que ce serait bien d'avoir quelque chose de résilient. Oui. Alors le village du Bec et Loin compte un peu plus de 450 habitants qui sont assez éparpillés. Et je sais que là, la ferme est un peu endormie parce que maintenant je suis tout seul depuis ma séparation avec Perrine, avec qui on avait créé cette ferme, il y a près de 3 ans maintenant. Donc j'ai beaucoup réduit la voilure. Je poursuis les programmes de recherche, mais je ne vends plus la production. Mais s'il y avait un collapse, un effondrement, on serait certainement beaucoup plus nombreux et on pourrait en quelque sorte relancer une production beaucoup plus importante. Mécanisé ou pas, tu penses Moi, je suis depuis le début dans une démarche qui est très ouverte. J'aime pas les dogmatismes, j'aime pas la pensée unique, que ce soit en politique, en religion, en écologie. Donc parfois, certaines personnes elles rentrent dans un courant comme si c'était une église, dans un courant écolo. Moi, je suis pragmatique. Je me dis, si les paysans ont été vers la mécanisation, ils ont dû y trouver des intérêts. Donc je m'interroge, quels intérêts ils ont trouvés. Et aujourd'hui, le contexte a changé. Donc l'objectif, c'est de faire manuellement ou en traction animale. Mais j'ai quand même des plans B, des plans C, des plans D. Donc j'ai quand même quelques engins à moteur thermique. Et j'ai même un micro-tracteur qui me rend bien des services, quoi. Eh bien écoute, maintenant que tu viens de me dire 20 hectares, je pense que le mieux c'est, je te poserai plein de questions par rapport à ce qu'on va avoir et que tu nous développes un petit peu toi, ce que tu mets en place justement pour pouvoir développer cette autonomie. Oui, avec joie. Déjà, je te propose qu'on aille nourrir les poules, lancer l'arrosage dans la serre, ça fait partie de la routine du matin. Et puis après, on peut se balader et je vous présente tout ça. Et on
on échangera avec la relève aussi, avec Lila. Eh oui, la next generation. La next generation. Que voilà. Que voilà. Que voilà. Que voilà. Lila, je t'ai pas mis de micro, je suis désolé, j'avais pas prévu. Tu fais le mime. Toi, tu m'avais dit aussi que tu avais développé des choses, donc on ira voir ton... Ah bah oui, mon micro va Oui, marcher. avec plaisir. Ouais. Et on fera un petit tour sur ce que tu as mis en place, comme ça on verra la next generation, comme dirait Charles, pour voir un petit peu ce que tu mets en place. Là, il y a notre centre de formation, ce qu'on appelle l'éco-centre. Et puis, vous voyez, il y a des gros plateaux de bois partout. C'est le bois pour aménager la future maison de Lila. Donc, acheté dans une petite scierie locale. Et maintenant, Lila joue de la ponceuse et elle va elle-même créer sa maison. Donc oui, quand tu dis la relève, là, c'est pas juste du passage, c'est... Très sérieux. T'établir ici, ah oui, grave. Oui, ouais. Le déménagement de Lila est arrivé hier. Donc. Là, on traverse le ruisseau du Bec. On a l'immense bonheur que la ferme soit traversée par ce ruisseau, qui est en fait un canal qui a été creusé au XVe siècle pour amener l'eau à l'abbaye du Bec-et-Loing. L'abbaye est à 1 kilomètre d'ici. Et on a cherché aussi à le renaturer, c'est-à-dire c'était un canal tout vaseux, très peu profond. Donc on a créé des méandres, des trous d'eau, des zones de courant, ce qui fait qu'on a vraiment vu la biodiversité s'installer. On a replanté une ripisylve aussi. Et du coup, la rivière est riche en truites, en écrevisses à pattes blanches, voilà, en bébêtes. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle le cœur intensif de la ferme. En fait, c'est une parcelle qu'on a pu racheter quelques années après s'être installé là. C'est le côté sud du ruisseau du Bec. Et gentiment, un voisin nous a vendu une parcelle d'1,2 hectare. Et ça a été un peu l'amorce de la ferme réellement, de la ferme, je dirais, professionnelle. On a pris le statut d'agriculteur bio en 2006 grâce à ce terrain qu'on cultivait à l'origine en traction animale. Et en permaculture, je dirais qu'on a un concept de zone, c'est un peu la zone 1, la zone 2, la zone la plus soignée. J'aime bien l'appeler cœur intensif de la ferme. Et donc ça fait peut-être depuis 2008 qu'on travaille vraiment ici. Non, depuis 2006, même un peu avant. Et il faut vous imaginer un pré tout nu, c'était un pré tout nu. Et en fait, on a planté des milliers d'arbres là sur les 5 hectares qu'on va visiter ensemble. Et c'est devenu un paysage, une mosaïque de milieux différents, avec des haies, les îles jardins, la petite forêt jardin. Au fond, il y a une autre forêt jardin, les serres. Il y a des petits prés vergers pour les animaux. Il y a des parcelles de céréales. Et en fait, cet hectare 2, ou cultivé avec un tracteur, 1,2 hectare, c'est honnêtement pas grand-chose, quoi. Mais cultivé à la main, comme ça, c'est un monde en soi, quoi. C'est plein de niches écologiques. Ça peut donner du travail à plusieurs personnes. Et c'est assez fascinant de voir comment on arrive à créer une sorte de tableau vivant avec la nature. Mais je vous raconterai tout ça. On a beaucoup construit les bâtiments nous-mêmes. Bon, voilà un modeste abri pour le H-Paille. Ça, c'est un bâtiment qui sert pour tout ce qui est traction animale. Donc, on a le matériel du cheval, son harnais, tout ça. Et ces bâtiments-là ont été construits à la hache. C'était suite à une visite au château de Guédelon, même à la deuxième visite, les voir faire leur charpente à la hache dans ce magnifique château fort qui est construit de A à Z avec les techniques médiévales. Eh bien, première fois, je me suis dit, ils sont fous. Deuxième fois, je me suis dit, mais c'est génial. Et j'ai acheté une hache là, à la foire à tout du village. Et on a coupé les arbres et on s'est lancé à faire nos bâtiments nous-mêmes. Ce qui est très, très agréable. Dans 14 jours, on est à Guédelon. Oh, bande de vénards, vous allez vous régaler. J'en doute pas. C'est magnifique. Ici, vous avez la serre atelier où nous rangeons tous les outils. On va pouvoir vous montrer. Et plus loin, il y a aussi un grenier où on stocke les céréales que nous cultivons du coup à la main et pour lesquelles des études sont menées avec l'INRAE pour rechercher des techniques de culture de céréales sans pétrole. Donc là, les céréales ont tous été rangées. Mais c'est toujours important d'avoir un grenier à céréales. Et ici, cette machine, c'est le tarare. On cherche à vraiment retrouver des techniques d'autrefois et à utiliser des outils anciens. Et donc, le tarare permet de vanner les céréales avec simplement l'énergie du vent. Et de nos bras, bien sûr. Et oui, j'ai vu, il y avait le H-Paille à l'entrée qu'on a filmé. Tout à fait, très utile, très utile. Et puis les faux, évidemment, tous ces outils indispensables à une ferme avec le moins de pétrole possible.
Et ça, ce serait vraiment en dernier recours ou vous vous entraînez quand même pas mal? C'est vraiment des outils du quotidien. Hein. D'accord, vraiment du Ah quotidien. oui, mais la fosse, ça fait partie des outils qu'on aime le plus. C'est génial de faucher. Ouais. Alors vous allez voir, c'est un peu spécial parce que le poulailler est dans la serre. Alors les poules ont bien sûr un espèce de tunnel qui leur permet d'accéder à leur enclos extérieur, mais elles ont le plaisir d'être dans la serre et donc d'être au chaud toute l'année, protégées des intempéries et nourries avec tous les composts, tous les désherbages, toutes les choses. Comme elles sont au cœur de la ferme, elles profitent aussi de tous les avantages de ça, quoi. Et vous, je présume, vous récupérez les fientes pour pouvoir après Oui. alimenter Mais c'est même plus que ça, c'est que les poules dirigent une véritable entreprise de compostage dans la serre. Voilà d'ailleurs. Donc là, c'est leur espace extérieur. Et elles ont un petit tunnel qui les amène ici, dans leur poulailler, sur lequel on cultive aussi sur le toit du poulailler, parce que ça a l'avantage d'être une zone encore plus chaude. On a essayé de faire une sorte de petit monde en soi, dans cette bulle de plastique. Comme notre souhait, c'est d'imiter la nature, de prendre la nature pour modèle, une bulle de plastique, c'est pas très naturel en soi, quoi. Mais c'est quand même bien utile pour cultiver toute l'année. Mais donc, on a cherché à la renaturer. Donc, il y a des îlots de mini-forêts un peu tropicales, quoi, de jardins créoles, avec figuiers, bananiers, pas mal d'agrumes. Il y a des vignes, il y a les animaux, il y a des petites mares pour accueillir la biodiversité, il y a pas mal de fleurs. Et du coup, le système serre est comme une sorte d'organisme vivant. Et il y a plein de fonctions qui s'autorégulent d'elles-mêmes. Et elle est très, très productive. Ça fait 20 ans que vous êtes dessus. C'est quoi les températures négatives les plus basses que vous ayez subies ici? C'est moins 18, mais ça devait être en 2006, je crois, je ne sais plus, dans ces eaux-là. On a eu 3 nuits à moins 18 et il faisait moins 10 le jour. Sans ça, on a régulièrement moins 12 et j'irais systématiquement tous les hivers moins 8. Mais on voit bien quand même que dans les statistiques météo, on avait une quarantaine de jours de gel il y a 20 ans, mettons. Là, cette année, je ne sais pas combien il y en a eu, mais moins de 20, quoi. Oui. Et je présume que, vu que vous êtes en collaboration avec l'INRAE, je ne sais pas si on dit l'INRAE maintenant, oui. l'INRAE, vous devez avoir des stats assez intéressantes à nous partager, choses qui sont assez compliquées à mettre en place normalement. Oui, il y a eu énormément de programmes de recherche conduits à la ferme depuis 2008. Et c'est intéressant parce que, en fait, cette collaboration avec les scientifiques, ça a permis de mieux comprendre, d'écrire, documenter un système qui était totalement émergent, quoi, inconnu au bataillon. Et donc, on a eu cette chance d'explorer des trucs très novateurs, voire un peu foufou, comme par exemple mettre des poules dans la serre, des arbres et tout, et en même temps de pouvoir quantifier et observer l'impact. Et par exemple, tu parlais de données chiffrées, cette serre en 2015 produisait en moyenne 80 € du mètre carré cultivé totalement à la main. Et 80 €, c'est quand même beaucoup. Mais sur certaines planches de culture, on dépassait les 100 €, les 200 €, et même le record, c'était sur 2 mètres carrés, on avait dépassé les 300 € de production, ce qui montre que en fait, le fait de travailler avec ses petites mains, ça peut être très rentable, quoi qu'on en pense. C'est génial. C'est bien de le voir comme ça, parce que moi, je ne connais pas, tu sais, tout ce qui est subventions Europe, etc. Et je me suis toujours demandé, en moyenne, ils produisent combien au mètre carré un agriculteur conventionnel? Oui, au bout d'un moment, comme tout le monde nous challengeait sur cette étude sur le maraîchage, on cherchait des références ailleurs, des documentations. Et alors on a fait même une méta-étude sur la rentabilité du maraîchage bio motorisé en France. Et ça a confirmé les bruits de couloir. C'est que, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune étude nationale, ce qui est quand même paradoxal sur une activité aussi importante que le maraîchage bio. Et deux, les études qui étaient très parcelles, régionales, et qui étaient souvent des études quand même réalisées a posteriori, montraient une moyenne de 30 000 € de légumes à l'hectare. Donc tu as des maraîchers qui font beaucoup plus, et il y en a d'autres qui font moins, mais c'est à peu près, c'est une sorte de moyenne nationale. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est des études qu'on a portées nous-mêmes, et après, c'était les organismes d'État venaient nous demander de leur donner des repères sur le maraîchage bio. Donc nous, petits maraîchers bio, grâce à ceux qui nous soutiennent, on a pu faire réaliser cette étude.
Et on avait mené notre première grosse étude de 2011 à 2015 qui montrait que la ferme produisait en moyenne sur 1000 m², 55 000 € de légumes. Et c'était, alors ça, on a été très critiqué, mais c'était vraiment une étude qui était béton dans sa méthodologie. On peut la retrouver? Bien sûr, tout est en ligne sur notre site internet fermedubec.com. Il y avait un rapport annuel. On a eu la chance d'avoir Sacha Guégan, un merveilleux ingénieur polytechnicien, les mines, tu vois, donc un peu quand même un cerveau très brillant et une personnalité remarquable. Il est maintenant enseignant en permaculture, qui a été pendant 3 ans à temps plein pour piloter cette étude sur la ferme. Il y a un gros comité scientifique. Et quand je dis 55 000 € 1000 m², ça fait 55 € au mètre carré, produit totalement à la main. Et c'est une valeur moyenne, c'est-à-dire que ce n'est pas nos prix de vente réels, ça n'inclut pas les invendus, et c'était lissé au prix moyen du légume bio dans notre département de l'Eure. Donc ce n'est pas les prix des marchés parisiens dans le 16e arrondissement, quoi. Excuse-moi, en quelle année? Parce que et ça, c'était les résultats pour l'année 2014. Et ça montrait qu'en fait, 1000 m² cultivés, alors je ne parle pas des allées, du bâti, de tout des autres zones qui entourent cette zone 1, quoi. Mais 1000 m² cultivés assuraient un bon revenu à une personne à temps plein à l'année, incluant toutes les tâches de commercialisation, de gestion, de compta, d'entretien, voilà. Mais les gens les contradicteurs, c'est parce que c'était fou par rapport à ce que ça représentait sur du conventionnel, oui, ou ils n'y croyaient pas? Ils y croyaient pas. Et puis, en quelque sorte, tu passais 3 € du mètre carré avec un tracteur à 55 € à la main. Donc, beaucoup de gens nous ont accusés de mentir. En fait, cette étude en a inspiré des dizaines d'autres. Et les chercheurs avec qui on a travaillé, comme François Léger, le scientifique avec qui on a initié cette étude, ou Kevin Morel, qui a fait sa thèse de doctorat, un post-doctorat, sur les toutes petites fermes peu ou pas mécanisées, on suit maintenant des centaines de micro-fermes. Et en France et ailleurs, parce que c'était l'amorce d'un véritable mouvement. Je vois que je fais toujours attendre mes poules, mais si tu me lances, hein, Brian, c'était l'amorce d'un véritable mouvement, parce qu'on a commencé avec Perrine à décrire ce vocable de micro-ferme permaculturelle. On l'a forgé en 2010, et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et maintenant, par exemple, Kevin Morel est embauché par l'INRAE, et il travaille avec tout un réseau de chercheurs européens. Ça s'appelle comment, si des personnes sont intéressées et veulent... C'est ce réseau ou c'est voilà, tu m'en demandes trop, je ne sais pas. Sachant qu'on va avoir des curieux. Ils ont les données comptables de beaucoup de fermes. Et François Léger me disait il y a 2 ans, tu en as qui font moins bien, il y en a qui font pareil, mais il y en a pas mal qui font mieux. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de productivité totalement à la main qui est vraiment insoupçonné. Mais nous, on s'est inspiré de grands pionniers nord-américains qui étudiaient ça depuis 40 ans. Je pense à John Jevons, le fondateur de la micro-agriculture bio-intensive, qui nous a beaucoup inspirés, et à Elliot Coleman, qui est un des meilleurs maraîchers du monde, qui travaillait depuis des décennies sur une micro-agriculture, et qui est venu à la ferme. On a fait traduire ses livres, il a fait traduire le nôtre aux États-Unis. Enfin, il y a vraiment des liens d'amitié qui se sont créés comme ça. Donc quelque part, nous, on a juste repris des trucs qui étaient très étudiés depuis 40 ans aux États-Unis, on les a adaptés et on les a croisés avec l'approche permaculturelle qui propose une vision plus globale. Et donc on a créé un système beaucoup plus diversifié. Par exemple, dans les serres d'Elliot, tu n'as pas d'arbres, il n'y a pas de mares, il n'y a pas d'animaux. Et le fait d'avoir ajouté des arbres, c'était pour un plaisir personnel ou c'était justement pour rentrer dans ce... Oui, c'était aussi, il y a à la fois une question de plaisir. Par exemple, tu vois, là j'ai un jasmin des 4 saisons, il est en fleurs. Alors, je voudrais envoyer des bouffées de parfum vers la caméra en les transmettant à ceux qui vont regarder, mais tu rentres là, tu as des odeurs de jasmin, de fleurs d'oranger, etc. Donc c'est à la fois pour le plaisir, parce que si nous on fait ça, c'est avant tout pour se faire plaisir aussi. C'est pour la biodiversité. On a mené une grosse étude pilotée par Nicolas Verreken, qui est un spécialiste européen des abeilles sauvages, qui a montré qu'il y avait plus de 40 espèces d'abeilles sauvages sur la ferme, mais qu'elles rentraient quand même moins dans les espaces très intensifs. Donc les travaux avec Nicolas, qui est aussi devenu vraiment un ami, nous ont incités à diversifier la serre,
à avoir des patchs de fleurs. Il y a une petite mare là-bas, il y en a une autre là-bas, il y en a une autre là, et à diversifier l'espace. Donc économie circulaire bien sûr, hein, les restes de la maison et voilà. Tenez les filles. Viens voir Brian, tu vas halluciner. En ce moment, on a une production d'œufs, du tonnerre. Je sais pas si tu vois là le nombre d'œufs. Et dans celui-là aussi, c'est impressionnant. C'est bon ça, c'est bon pour les poupoules. C'est bon pour les poupoules. Voilà. Et vous avez choisi des races parce qu'on vous les a présentées ou c'est pour certaines caractéristiques? On a essayé au début d'avoir un peu des poules originales. Et puis là, c'est les poules que tu trouves dans le marché local, sur le marché local. C'est des petites races qui sont des très bonnes pondeuses. Et elles sont un peu mélangées parce que la diversité est plus jolie que, que la monoculture de poules. Quand je vous disais que les poules ont créé leur entreprise de compostage, gratos, hein, c'est un partenariat, eh bien, parce qu'on met dans la serre tous les restes de culture, quand on désherbe, on le met. Donc ça complète leur régime alimentaire. Il leur faut un peu de céréales pour bien pondre, mais elles ont ce qu'elles trouvent là, tous ces restes de végétaux, plus ce qu'elles trouvent à l'extérieur de la serre. Et du coup, chaque année, on a une grosse épaisseur de compost qui se crée et qui est enrichie par leur fiente. Et là, par exemple, la semaine dernière, on a décaissé ça. Ça fait du très bon compost. Et quelque part, les restes de culture de la serre viennent nourrir les poules offrent les œufs, le compost va nourrir les plantes, qui vont nourrir les poules, etc., etc. La boucle est bouclée. J'avais une question que je te posais, je me suis dit ça, ce serait bien de l'enregistrer. Est-ce que tu penses que les excellents rendements que vous avez obtenus, c'est vraiment parce que la Normandie et son climat, il fait quelque chose ou ça peut être reproductible en France? J'aurais plutôt tendance à dire que les régions phares pour la production légumière, c'est plutôt vers le Vaucluse, le sud de la France, où il fait plus chaud. Nous, on a des hivers qui sont assez longs, assez doux, mais on a généralement des gels jusqu'en mai, ce qui n'est pas très favorable. Je crois que chaque site a ses plus et ses moins. On a la chance quand même d'avoir pas trop de soucis d'eau. Encore que, depuis le début de notre installation, on a des longues sécheresses et notre sol qui est très limoneux ne tient pas du tout l'eau. Mais on a surtout un souci majeur ici, c'est que d'abord il y a le fait que ce soit une vallée qui est une poche de gel. Donc généralement, comme l'air froid coule sur les pentes, tu vois, on a généralement 2 degrés de moins que ce qu'annonce la météo. On a 2 heures d'ensoleillement en moins, donc c'est un peu pénalisant quand même. Et surtout, on avait très très peu de sol, tu vois. C'est-à-dire que ce fond de vallée n'a jamais été cultivé depuis le néolithique, parce que tout de suite, tu arrives sur le caillou. Ou sur une sorte de marne blanchâtre, calcaire, une sorte d'argile blanche. Et donc du coup, on n'a pas du tout un sol fertile. Et quand on a créé la ferme professionnellement en 2006, on a fait faire plein d'études de sol. Et la Chambre d'agriculture nous a dit, vous avez un des sols les plus impropres au maraîchage de toute la Haute-Normandie, quoi. Et alors du coup, le sol, mais quelque part, c'était très bien. Parce que ça nous a vraiment obligés à penser notre lien avec le sol. Et on a mené beaucoup d'études sur le sol, notamment avec Claude et Lydia Bourguignon, qui ont été vraiment merveilleux. Et puis avec leur fils Emmanuel. Et il y a eu d'autres études qui ont été menées par une université belge de Jean Blou, qui ont montré qu'en 7 ans, il y avait une évolution mais juste dingue du sol. C'est-à-dire qu'on était passé à un sol très pauvre en minéraux, à un sol qui était vraiment blindé de minéraux biodisponibles pour les plantes. Et le taux d'humus augmentait énormément parce que nos terres cultivées séquestraient jusqu'à plus 10% de carbone organique par an. Et plus 10% de carbone, c'est un truc de ouf. Il y a un objectif de l'INRAE depuis bien des années pour absorber nos rejets de carbone qui est d'augmenter de 4 parts pour 1000 le taux de carbone organique dans les terres agricoles en France et en Europe. Et nous, on est jusqu'à 26 fois au-delà de ce qui n'est qu'un objectif. Et on le voit dans la serre parce que
il y a, à force de rajouter des paillis et du compost, eh bien, le niveau du sol augmente énormément. Et depuis qu'on a créé cette serre en 2009, eh bien, on a au moins créé 25 cm de terre arable, où tu n'as pas un caillou. C'est énorme, hein. Ça augmente de 1 à 2 cm par an. Parce que je présume que 25 cm, par exemple, pour des courges, c'est assez pour survivre. Ah bah oui. Un petit exemple, c'est que ces bacs ont été faits il y a quelques années. Mais tu vois, cette planche-là, il y avait la même en dessous. Elle est enterrée jusque-là. Ça veut dire qu'en quelques années, on a créé ça de profondeur de terre arable. C'est vraiment un sol anthropique, c'est-à-dire créé par l'humain au-dessus du sol en place. Et pour moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que ça veut dire que tu peux produire beaucoup plus que les normes actuelles, je dirais largement 10 fois plus, sans pétrole, à la main, et en même temps augmenter très vite la fertilité des sols. Et ça veut dire quoi? Un truc énorme, c'est qu'on n'est pas condamné à détruire la planète pour se nourrir, quoi. On peut faire le chemin inverse. On peut faire le chemin inverse, c'est-à-dire que tu peux partir d'un sol, je dirais plutôt ingrat pour du maraîchage, et en l'espace de quelques années, eh bien, créer beaucoup de fertilité tout en augmentant énormément la production agricole. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut beaucoup de transfert de matière organique pour faire du compost ou faire des paillis, parce qu'on paille généreusement les cultures. Et où est-ce qu'on trouve cette matière organique? Là, il y a une deuxième très bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où sur 1/10 d'hectare, en travaillant à la main, tu cultives autant que sur 1 hectare avec un tracteur, voire peut-être plus, c'est-à-dire que, et là c'est géant, ça veut dire que tu libères les 9/10 du territoire pour faire un paysage diversifié avec plein de sources de biomasse du coup, plein d'arbres, des animaux d'élevage, des céréales, des mares, des haies. Et du coup, l'ensemble du paysage forme un milieu complexe et la nature va toujours vers plus de complexité. Et du coup, ce paysage complexe, il permet aux services écosystémiques de s'exprimer, c'est-à-dire c'est tous ces services que la nature nous rend gratuitement à nous autres humains et sans lesquels on ne pourrait pas vivre. Et du coup, on a plein de zones, alors en permaculture on dirait 2, 3, 4, 5, qui deviennent des pourvoyeuses de fertilité pour le cœur intensif de la ferme. Et là, on arrive vraiment à amorcer une sorte de spirale vertueuse et ça nous renvoie à cette notion d'autonomie que tu évoquais, Brian. C'est-à-dire que la ferme devient de plus en plus un petit monde plein de ressources. Il y a des arbres partout, il y a des animaux, il y a des céréales, il y a des mares. Et on a pu étudier tout ça et comprendre que du coup, la ferme devenait vraiment un milieu, un grand organisme vivant, un agro-écosystème le plus naturel possible, qui imite la complexité des milieux naturels, mais qui a quand même pour but premier de nourrir les humains. Et en même temps, on s'est aperçu qu'on pouvait produire une nourriture d'excellente qualité pour les humains, mais faire la part belle à la vie sauvage. C'est-à-dire que tu as plein de plantes sauvages, il y a plein d'animaux sauvages, et on a mené d'autres études que je vous raconterai tout à l'heure. Tant qu'on est là, et je rebondis sur quelque chose que tu me disais, Charles, c'est quoi un bon sol? Qu'est-ce qu'un sol qui permet d'accueillir au mieux des plantes pour se nourrir, donc Oui. qu'on pourrait avoir au potager? C'est quoi pour toi l'équilibre? Vaste question parce que... Tu as 3 heures. Ouais, il y a des plantes adaptées à plein de milieux, mais j'ai déjà un bon sol maraîcher. Les légumes, ce n'est pas des plantes sauvages, hein. Là, j'ai une courgette grimpante. Nos légumes, je dirais, c'est un peu comme nos animaux de compagnie. Pour la plupart, ils ont coévolué avec l'être humain pendant des siècles, voire des millénaires. Et donc, ils sont habitués à nous. Si tu jettes des graines de légumes dans la nature sauvage, tu n'auras rien, hein. Ça, il y a une sorte de mythe permaculturel là-dessus. On jette les graines et on revient et on revient et on récolte et le résultat, tu bulles dans ton hamac. Ça ne marche pas du tout comme ça. Mais tu vois, par exemple, là, dans ces bacs qu'on a aménagés, on a un très bon sol maraîcher. Un très bon sol maraîcher, c'est un sol qui est profond. Alors ça, je n'arriverais pas à faire ça si c'était cultivé avec un tracteur, tu vois. Et je ne trouve pas un caillou, parce que c'est largement du compost qu'on a amené au fil des ans. Ça sent très bon l'humus. Tiens, regarde comme ça sent bon. Ça sent bon l'humus et c'est un sol qui est très humifère, donc riche en matière organique, qui est profond d'au moins, je dirais, 20-30 cm idéalement, et qui est très fertile. Et les légumes, ils ont besoin de fertilité et d'eau et de lumière pour prospérer. Et ça, c'est à nous, maraîchers, de créer les conditions.
Et là, ça renvoie à un système qu'on a beaucoup exploré ici, qui est le système des buttes de culture permanente. Alors c'est un truc qui nous vient des temps anciens et qui vient des régions tropicales du globe. Mais ça, quelque part, tu vois, c'est une sorte de butte de culture permanente. Oui. Parce que c'est un bac surélevé qui est plein de compost, et de bonne terre, quoi. Je ne le vide pas, et chaque année, je rajoute du paillis qui, en se décomposant, va faire du compost. Ou si je ne rajoute pas de paillis, je rajoute du compost directement. Mais c'est un système qui est extraordinairement intéressant parce qu'il permet de produire beaucoup plus par unité de surface et en même temps d'améliorer très vite la fertilité. Et puis puisqu'on est là sur ce type particulier de butte où vous en voyez beaucoup dans la serre qui sont des bacs surélevés, je dirais ils ont plein d'autres intérêts. Le premier, c'est qu'on passe d'un sol qui était à peu près profond comme ça à l'origine, et là maintenant, si on rajoute la partie enfouie, parce que là je vois la planche, tu vois, elle a été quasiment totalement ensevelie, on a ça de très bonne terre, quoi. Donc on a une énorme réserve de fertilité. Deuxième intérêt, c'est qu'une terre très riche en humus tient l'eau. Donc quand tu arroses ou quand il pleut, bon là la serre il ne pleut pas beaucoup, mais quand tu arroses, eh bien, le sol tient l'eau beaucoup plus, d'autant plus qu'il est paillé. Mais ces bacs ont aussi, ils contribuent à rendre la serre bioclimatique parce qu'ils accumulent plus la chaleur en fait, parce que la terre se refroidit moins vite que l'air. Et donc, comme elle est en contact avec l'air sur les quatre côtés, et bien du coup, elle stocke les calories le jour et elle les restitue la nuit. Et pour aller encore un peu plus loin, quand il gèle dans la serre, parce qu'elle n'est pas chauffée, hein, il gèle, l'air se stratifie, tu vois, donc il gèle au niveau du sol en premier. Et donc, si tes cultures elles sont au niveau du sol, elles se prennent la couche d'air la plus froide. Mais ici, on a déjà un peu gagné en température, tu vois. Et quand on a quelques petites sources de chaleur dans la serre, ça brasse l'air par convection. Et c'est aussi pour ça qu'on a des couches chaudes. Alors, comme on est mi-mai, là, je suis en train de démonter les couches chaudes de cet hiver et du printemps. Donc, c'est du fumier de cheval. Et là, il est déjà partiellement décomposé. Et donc, je vais l'utiliser pour aller pailler. Mais les couches chaudes dégagent beaucoup de chaleur. Ça monte à 60-70 degrés. Tiens, là, il y en a une qui est encore, si ça t'intéresse. Ouais, carrément. Il y en a une qui porte encore les derniers plants. Et donc, on fait des gros tas de fumier et qui vont chauffer la serre. Et les semis. Et ils vont chauffer les semis. Et ça nous permet d'avoir des semis beaucoup plus précoces. Par exemple, ces petits pots de courgettes, là, c'est céleri rave, tout ça. Donc, on démarre nos semis des cultures d'été, en fait, dès janvier, quoi. Et ça, c'est des techniques qui sont directement inspirées du 19e siècle. Parce que les couches chaudes étaient très utilisées, jusqu'au milieu du 20e. Mais on était... C'est drôle comment les idées voyagent, parce que les maraîchers parisiens du 19e étaient vraiment des virtuoses. Et ils ont laissé des écrits, et à l'époque, en France, personne ne lisait ça. Et nous, on a réussi à retrouver des écrits, notamment le guide de la culture maraîchère de 1854, dans une université américaine. Maintenant, ça a été édité en version papier, tu tapes sur Internet, tu les trouves très facilement. Et en fait, qu'est-ce qui nous a fait découvrir cet héritage? Ce sont nos amis américains, John Jevons et Eliot Coleman, qui s'étaient directement inspirés de cette longue tradition du maraîchage parisien. Donc, on a croisé des approches qui viennent des temps anciens et des tropiques comme les buttes permanentes. On a repris l'héritage des maraîchers du 19e, qui nourrissaient Paris, mi-19e, lisez Zola, Le ventre de Paris, tout ça, c'est passionnant. Et puis on a croisé ça avec toutes les découvertes scientifiques contemporaines, etc. Et comme pour moi l'approche permaculturelle, c'est un truc qui est très pragmatique, qui est très... tu te transformes en une sorte d'abeille qui va butiner ce qui lui semble intéressant. Et bien, par exemple, on a introduit une autre technique qui est le biochar, le bio-charcoal, ça veut dire du charbon de bois. Ça, c'est une technique qui vient d'Amazonie. Les anciens Amérindiens fabriquaient une sorte de terre noire, la terra preta, avec du biochar, du charbon de bois en fait.
Et donc on a fait fabriquer cette citerne, ce four à biochin qui a été fait à partir d'une ancienne citerne de récupération. Donc pour faire le biochar, il y a une deuxième enceinte à l'intérieur. Là, j'en fabrique plus actuellement. Mais plutôt que d'aller réchauffer la planète en faisant du feu à l'extérieur, ce qui était le cas quand on l'a eu les premières années. Tu le fais en hiver, quand il fait froid. On a fait, non, justement. Ah, tu vois. Non, monsieur. On l'a transformé en poêle de mast à maison. On a installé un long tuyau qu'il faut que je remboîte d'ailleurs, en espérant que ça ne ferait pas fondre le plastique de la serre. Et on ne chauffe pas du tout en hiver, parce qu'en hiver, on n'a pas de végétaux qui aient besoin de chaleur. On chauffe en fait quand on a commencé à repiquer les cultures d'été, les tomates, les concombres. Et comme il y a par exemple 3 semaines, on a eu 2 nuits de gel, on l'a allumé 2 fois le four. C'est pour ça que le figuier, là, il fait un peu la tronche parce que... Voilà, donc c'est pas grave, ça va aller faire du paillis. Mais ça chauffe, c'est incroyable ce truc-là. Hein. Et du coup, on a des chutes de taille de fruitiers, etc. Et les cendres, ou le biochar, si on en fabriquait encore, viendraient fertiliser notre terre. Donc là aussi, c'est un exemple d'économie fermée. Parce qu'il ne faut pas que la serre gèle quand les plantes estivales sont repiquées, elles ne supportent pas le froid, quoi. On perdrait tout en une nuit. Mais ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas utilisé parce qu'il y a quand même une inertie thermique. J'ai une question, Charles, parce que je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Sur 200 reportages, j'ai souvent entendu permaculture, but. Oui. Est-ce que toi, tu l'as constaté aussi quand on disait la permaculture, c'est faire des buts. Et pourquoi c'est tant resté ancré alors qu'il y a peut-être des milliers d'autres paramètres à prendre en compte? Tu touches un point qui m'est cher parce que souvent les gens réduisent la permaculture à la culture sur but. Et ça a été entretenu par certains livres, surtout au début. Il n'y avait pas du tout de littérature sur la permaculture en France. S'il fallait définir, comment je l'aperçois modestement, hein, la permaculture, mais à l'origine, c'était la quête d'une agriculture permanente. Et il y aurait beaucoup à dire sur les origines de la permaculture. Et ensuite, les fondateurs, Holmgren et Bill Mollison, se sont aperçus que c'était beaucoup plus vaste. C'était en fait la quête d'un art de vivre en harmonie avec la seule planète qu'on est. Donc, une tentative pour inventer une culture permanente, une permaculture. Mais ce qui est génial avec la permaculture, c'est que ça concerne potentiellement tous les aspects de la vie humaine, tu vois. Et ça peut intégrer tout ce qui nous aide à nous rapprocher de cet objectif d'une culture permanente. Donc ça intègre comment on se nourrit, comment on se loge, quel type d'énergie on utilise. Les interactions humaines. Voilà, donc par exemple l'éco-construction, les énergies renouvelables, les interactions humaines, des modes d'économie plus respectueux des personnes et du vivant. Tout ça rentre totalement dans le champ de la permaculture. Une entreprise qui n'est pas du tout agricole peut s'inspirer de la permaculture, une collectivité territoriale aussi. Donc c'est très triste de réduire la permaculture à la culture. Donc je me mets à genoux, je demande, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, belle, cette image. ne réduisez plus le mot permaculture à des buts de culture. Parfois, tu vois les gens, ils ont les yeux qui brillent, ils disent « Venez voir, j'ai ma permaculture au fond du jardin » et t'emmènent, tu vois 2 buts, ils sont tout fiers. Et tu dis, voilà ma permaculture. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai entre-temps fait nos cueillettes du déjeuner. Et en fait, c'est ça qu'on aime bien aussi avec ces modes de vie alternatifs, c'est qu'on a un gain de plaisir et de joie de vivre qui est absolument colossal pour moi. En fait, c'est des modes de vie qui sont émancipateurs et qui sont tellement plus agréables. Et là, aller cueillir sa rhubarbe pour se faire une bonne tarte à la rhubarbe, on a des shiitakes qui poussent dans la mini-forêt jardin. C'est quand même plaisant. Et puis se nourrir de salades fraîchement cueillies, de fleurs, etc., il y a quand même rien de mieux. Et si je peux rebondir sur ce que dit Lila, les études ont montré qu'on produisait beaucoup plus avec nos petites mains, mais en même temps, la qualité des productions a été célébrée par plein de chefs étoilés, et toutes les amas, Biocoop, grossistes avec qui on a pu bosser, disaient « mais attendez, vos légumes, ils ont une saveur de dingue, quoi ». Je trouve ça même triste qu'on parle de productivisme, je pense, oui. Avant le plaisir. Les Français, Oui. c'est quand même un pays de nourriture. Complètement, bah oui. Mais vous voyez, je voulais juste terminer là.
C'est très chouette que ces légumes et ces fruits aient une telle valeur gustative. Parce que la valeur gustative reflète en fait les nutriments qui sont aussi bons pour la santé. Donc quand tu as des fruits, des légumes qui sont très concentrés en minéraux, en principes organoleptiques, alors je ne suis pas scientifique, je ne saurais pas vous dire lesquels, mais on a dialogué avec des chefs étoilés avec qui on a collaboré longtemps. Ils étaient des spécialistes en micronutrition. Et on a travaillé avec des chefs comme Alain Ducasse, etc. Alors notre but, ce n'était pas de travailler pour les riches, donc au bout de quelques années, on a arrêté. Mais ça a été une école qui nous a poussé à chercher l'excellence, l'excellence, l'excellence. Et on a beaucoup appris avec ces chefs. Et du coup, je me dis maintenant, bon, on ne fait pas fortune en devenant maraîcher ou maraîchère, mais tu te nourris tous les jours comme un roi, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, on a des trucs que les palaces étoilés, on fournissait un grossiste qui alimentait entre autres l'Élysée. Ce qui est servi aux chefs d'État, etc., nous, c'est notre quotidien. Voilà. Donc, on vit modestement, mais on se nourrit bien. Donc le Et plaisir. puis, je dirais qu'un des aspects importants de la permaculture, c'est aussi de laisser la place aux autres. Et donc, par exemple, là, pour notre salade, j'ai cueilli du mouron des oiseaux, qui est une dite mauvaise herbe, mais qui est surtout une plante sauvage comestible délicieuse. Et ça, c'est presque un peu l'apogée de ce que tu disais, Charles, c'est que, en fait, c'est ultra riche en nutriments, ça pousse spontanément, tu peux pas faire plus écolo, quoi. Mais c'est sûr qu'en ce moment, ils sont en train de répandre du Roundup partout. Bon, c'est pas un type d'agriculture qui laisse la place à ces mignonnes petites plantes, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui me parle aussi. C'est de retrouver tous ces gestes comme le fait d'aller cueillir, le fait de prendre le temps d'observer les plantes et aussi de cultiver la diversité. Et ça, l'aspect de diversité, c'est absolument génial parce qu'on s'ennuie jamais, qu'on en découvre tout le temps et que c'est un réel plaisir, quoi. Je voudrais revenir sur la définition de la permaculture, qui est la quête d'un monde durable. Et j'ai pas mal réfléchi parce que comme on est en train de changer de monde, il y a plein de nouveaux métiers et il y a besoin de nouveaux mots. Et donc j'ai repris le terme d'écoculture, que j'aime beaucoup, dans les travaux d'un ingénieur agronome américain qui s'appelle Wes Jackson, et qui a beaucoup travaillé sur une agriculture biomimétique. Et pour moi, l'écoculture, c'est une agriculture qui prend la nature pour modèle. Donc je dirais que la permaculture n'est pas une forme d'agriculture, elle intègre l'agriculture, mais l'écoculture, c'est une agriculture inspirée par le vivant et qui reprend donc du coup les concepts de la permaculture. Et j'aime beaucoup ce terme d'écoculture pour décrire ce qu'on fait parce qu'on est des paysans et on s'inspire de la permaculture, mais pas, et de plein de choses. Et alors, en fait, je trouve ça magique parce qu'on cherche à recréer une sorte d'alliance post-moderne avec le vivant. Ouais, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais tu vois, on ne cherche pas à contrôler la nature d'une manière obsessionnelle. On cherche vraiment à faire alliance avec le vivant. Et par exemple, cette année, j'ai eu des bonnes surprises parce que il a fait tellement froid et humide que pour la première fois, tous mes jeunes plantes de tomates, ils se sont fait flinguer par le mildiou. Le mildiou, c'est une sorte de maladie cryptogamique, un champignon. Et alors, je voyais tout, et puis j'étais pas assez vigilant parce que j'étais beaucoup au bureau. J'ai perdu à peu près tous mes plants de tomates qui étaient sur la couche chaude. Même après 20 ans. Alors, oui, on fait des erreurs tout le temps. Tu vois, si je t'en racontais, je crois qu'il n'y a pas une connerie qu'on n'ait pas faite, hein, franchement. Mais alors, la bonne surprise, tu vois, c'est que partout dans ma serre, j'observais que j'avais des jeunes plants de tomates qui repoussaient spontanément. J'en ai là, il y en a un là derrière toi. Et j'en ai en fait des milliers et qui résistaient beaucoup mieux au mildiou. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je déterre avec délicatesse ces jeunes plants qui m'ont rien coûté et je les repique. Alors je ne sais pas ce que c'est. La nature est un peu en train de te dire, laisse-nous faire. Ben voilà. Et alors après, comme quand même tu cherches à faire travailler les quelques neurones, je cherche à faire travailler les quelques neurones qui me restent encore, tu vois. Mais je dirais souvent on apprend plus de ses erreurs. Et je me suis dit, bon, j'ai perdu mes plants de tomates. La nature me dit, mais regarde Coco, il y en a plein qui poussent tout seuls. Donc je crois que je vais faire un essai l'année prochaine. Je ne dis pas que je ne vais pas arrêter de faire des semis de tomates en godet, mais je vais aussi poser des tomates dont je connaîtrai les variétés sur le sol. Et comme ça, j'aurai des générations spontanées de jeunes plants qui seront bien adaptés au contexte de sol et de climat de ma serre. Et je vais voir ce que ça donne, quoi.
Et c'est comme ça qu'on apprend, dans une sorte d'interaction. Ça fait aussi partie de l'esprit de la permaculture d'étudier les boucles de rétroaction. Voilà. C'est une sorte de danse avec la nature. Vous voyez, par exemple, c'est une bouture de figuier, elle a 4 ans. C'était une branche posée là. Et comme maintenant j'ai un usage beaucoup moins intensif de la serre, je cherche à créer une sorte de canopée, enfin dans la première moitié, une sorte de canopée d'arbres fruitiers. Là-bas, j'ai des pêchers. C'était des noyaux de pêche des vignes qui m'ont été offerts par le charpentier de marine avec qui je travaillais quand j'avais 20 ans. Et on est amis depuis plus de 40 ans. Et donc j'aurai aussi des pêches. Et puis on a beaucoup d'agrumes qui nous réjouissent aussi par leur parfum. Je trouve ça juste merveilleux. Tu sais qu'on a énormément suivi sur l'archipel par le monde des agrumiculteurs et des passionnés d'agrumes. Oui. Donc n'hésite pas à nous en parler. C'est quoi par exemple comme variété celui-là? Alors moi j'y connais rien, un agrume très franchement. Donc je lis l'étiquette. Calamondin, c'est un calamondin. Mais on a ceux qui donnent bien, on a des oranges, des mandarines, des citronniers. Les kumquats sont très bons. Et j'aime beaucoup, donc j'en ai un peu rajouté. Alors ils sont tout jeunes, ils ont été plantés il y a 1 an ou 2. Et en fait, donc même la serre est en agroforesterie. Et tu sais ce qui est fou, c'est qu'à la base je t'avais dit, viens Charles, on va parler un peu plus d'autonomie que de permaculture. Mais en fait, c'est extrêmement lié. Totalement, ouais. Pour moi, l'autonomie, c'est vraiment au cœur du projet permaculturel. Les gens ne le savent pas, mais dans les années 2000, David Holmgren, qui est un grand penseur vraiment, hein, c'est quelqu'un qui a une vision et des analyses très intéressantes. Il a invité les permaculteurs du monde entier à se déconnecter du système capitaliste et matérialiste pour accélérer son effondrement. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui est en train de bousiller la planète à vitesse accélérée. On fait partie de cette société. Et plutôt l'ancien monde laissera place, j'aurais peine à dire plutôt l'ancien monde s'effondrera, mais je dirais plutôt l'ancien monde cédera place à un monde plus juste, plus humain, plus naturel, plus fraternel, plus solidaire et plus sobre, etc. Eh bien, moins il y aura de souffrance dans ce passage d'un monde à l'autre. Et donc il disait on a intérêt à accélérer l'effondrement, donc débranchez-vous, vivez en autonomie, arrêtez de consommer à outrance, et comme ça, inventez-vous une vie sobre et heureuse. C'est marrant qu'on enregistre ça sur YouTube, enfin à destination de YouTube, mais parce que souvent on a eu cette conversation avec beaucoup de monde et on se disait oui, mais quand tu essayes de vivre hors système ou de te déconnecter du système, c'est un peu comme commencer un marathon et tu te tires une balle dans le pied. Bon courage, je veux dire, tant que le marathon doit continuer, tu dois aller jusqu'au bout. Et c'est assez compliqué sur cette décision de David Holmgren. Holmgren. Ça peut être génial que ça s'effondre vite parce qu'en fait c'est de la perfusion et de la souffrance, mais c'est quand même très dur d'essayer d'aller à reculons, quoi. Enfin à contre-courant plutôt. Alors, reculons, j'aime pas reculons parce que pour moi on est plutôt des explorateurs de l'avenir que dans un retour au passé. Et on cherche vraiment des solutions pour demain. Dans l'ADN de la ferme, tu vois, notre petite philosophie, c'est prendre le meilleur du passé, prendre le meilleur de différentes cultures, parce que souvent, nous, en Occident, on s'est enfermé dans notre boîte, et prendre le meilleur du présent. Et pour moi, le meilleur du présent, ça peut être des technologies comme celles que tu utilises, qui permettent de parler à des millions de gens sans quitter sa petite ferme. Mais c'est surtout les avancées scientifiques dans le domaine des sciences du vivant qui me passionnent. Par exemple, on étudie beaucoup la pédologie, le fonctionnement des écosystèmes naturels. C'est des connaissances qu'on n'avait pas autrefois, tu vois. Et donc, prendre le meilleur du passé et du présent pour inventer l'avenir, tu vois. Chercher des solutions pour les générations à venir. Et j'espère que tu auras des merveilleux enfants. J'ai vraiment l'impression qu'on travaille pour les enfants du monde de demain, quoi. Et c'est pas une démarche passéiste. Toi, tu as 4 enfants, je pense qu'on peut le dire. Oui, j'ai 4 filles merveilleuses. Tu te sens encore plus concerné Ah bah ouais, tu vois, j'ai pas l'intention d'arrêter de travailler, j'ai 65 ans. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je cherche des solutions pour le monde dans lequel vivront mes filles. Et pour l'instant, on consomme, nous, Français, quasiment 3 planètes, et on n'en a qu'une. Et on voit que les dégâts s'accélèrent.
Et on est de plus en plus nombreux. Et on voit que les décideurs politiques, etc., les grandes entreprises, prennent des mesurettes. Mais c'est tellement décalé par rapport aux besoins, à la vitesse de transformation qu'il faudrait qu'on adopte, que c'est à nous, modestes citoyens, d'y aller franco, quoi. Et puis si on y va franchement, on va peut-être entraîner un mouvement aussi là-haut. Mais en parlant de là-haut, ils t'ont jamais contacté là-haut quand même, avec tes recherches, l'INRA et tout? Si, beaucoup, beaucoup. En fait, nous, on n'a pas cherché à se positionner en dehors de la société. On s'est dit, mais je respecte ceux qui quittent le truc parce qu'ils n'y trouvent plus leur compte. J'ai un total respect. Mais nous, on a vraiment cherché plutôt à rester dans la société et à dialoguer avec les institutions. Et on dialogue avec plein de gens. Je reçois des gens qui sont très haut placés à l'Europe, ou même on a été invité plusieurs fois par des ministres, ou on dialogue avec des partis politiques, avec les structures qui gèrent le bio. C'est pas pour apporter du greenwashing alors Non, je crois ou pas. Vraiment, tu les sens concernés? Ah oui, mais tu vois, on dialogue avec des représentants. L'année dernière, j'ai accueilli un expert du gouvernement chinois, où ils sont en train de chercher à élaborer un plan pour développer l'agriculture bio en Chine. Notre premier livre a tout de suite été traduit en Chine d'ailleurs. Et aux États-Unis, c'était les 2 premiers pays à acheter les droits. Il a été traduit en 8 langues. Non, franchement, c'est ça aussi qui me motive pour garder une ferme bien plus grande que nos besoins. Je voudrais qu'elle reste convaincante pour justement les décideurs. On dialogue avec les responsables parfois de la PAC au niveau européen, etc. Donc je sais que ce tout petit exemple qu'est la ferme du Bec-et-Loing fait bouger les hautes sphères. Perrine avait été invitée plusieurs fois au Parlement européen, au Sénat. Moi, j'avais été auditionné par le CESE, etc. Donc je crois beaucoup au pouvoir de... Alors, c'est un mot que j'aime pas, de l'exemplarité. Parce que notre ferme est tout sauf exemplaire, tu vois. Elle est pleine de conneries, de trucs qui ne marchent pas ou peu. Mais elle a quand même le mérite d'exister et d'être une source d'inspiration. Et pour moi, la transition, c'est un peu comme une course de relais. Nous, on a repris les travaux de 40 ans de génie américain. On a cherché à les croiser avec d'autres travaux, à les tester ici dans le cadre du Bec-et-Loing. Et après, dans nos bouquins, c'est comme si on transmettait un relais, comme une sorte de flamme olympique, quoi. C'est d'actualité, hein, elle vient d'arriver en France. Et d'autres vont s'en emparer, et avec leur génie propre, ils vont porter le truc beaucoup plus loin. Et c'est comme ça que marche la vie, en fait. C'est une dynamique, quoi. Il y a encore beaucoup à dire dans la serre. Là, on arrive dans le fond de la serre. Donc, pour vous montrer à quel point c'est rigolo, ici, j'ai une petite mare. J'ai des agrumes, j'ai des bananiers. D'ailleurs, j'ai un petit bananier qui s'est sauvé. Là. Il est parti à la conquête du monde, celui-là. J'ai donc des agrumes, j'ai des plantes aromatiques, de la verveine citronnelle, j'ai du jasmin, j'ai des lianes de fruits de la passion qui grimpent. Puis là, j'ai mes légumes, quoi, parce qu'il faut quand même faire des légumes dans la vie. Donc, j'ai des petits pois qui grimpent, parce que aussi dans la nature, les plantes, elles ne poussent jamais sur un seul plan, ou rarement, dans les toundras peut-être, mais sans ça, on essaie d'utiliser au maximum la verticalité. Donc là, j'ai des petits pois qui font plus de 2 mètres pour certains. Et au pied, j'ai d'autres cultures, de l'ail, des laitues, des choux raves, etc. Et ça, c'est l'un des facteurs. Donc ces cultures associées, tu peux faire des cultures associées que si tu travailles à la main. Parce que la machine, elle va avoir beaucoup de mal à te gérer 3 légumes différents. Et du coup, en fait, ça explique aussi la productivité. Et ça a un lien avec la fertilité, c'est que comme on enchaîne les rotations constamment, dès qu'on a récolté une culture, on la coupe au ras du sol, mais toutes les racines restent dans la terre. Et on arrive à faire jusqu'à 8 rotations par an. Bon, là, j'ai un peu réduit la voilure parce que je ne vends plus ma production. C'est déjà au-delà de ce qu'on peut consommer. Mais du coup, il faut se dire que on oublie, nous, la partie émergée de l'iceberg quand on regarde une plante. C'est-à-dire qu'on voit la partie aérienne, et puis quand tu vois les illustrations sur Internet des racines, c'est 3 petites racines qui se battent en duel. Alors qu'en fait, le système racinaire, il est généralement au moins équivalent aux parties aériennes. Donc là, quand tu vois ces petits pois, tu peux te dire que j'ai l'équivalent en racines et que quand je vais récolter mes petits pois, je vais laisser toute cette biomasse dans le sol. Et c'est un apport de fertilité gratuit, efficace, réparti dans la profondeur du sol.
Et ça explique notamment pourquoi notre teneur en minéraux, qui était très basse, a tellement augmenté en 6-7 ans. C'est qu'on n'achète pas d'engrais minéraux. On ne va pas puiser dans des mines de phosphate au Maroc ou au bout du monde qui nécessitent des gros moyens industriels pour parvenir jusque dans nos fermes bio. Et pourtant, notre sol est devenu plein de minéraux. Pourquoi? Grâce aux racines, tout simplement, et à ce qu'on appelle la rhizosphère, c'est tous les organismes vivants associés aux racines, qui vont libérer les minéraux de la roche-mère. C'est leur job dans la vie, d'aller chercher la nourriture là où elle est. Et du coup, tu arrives à concilier ne pas acheter d'engrais et améliorer très vite ton sol qui est beaucoup plus productif. Alors ces petits pois, ça c'est une merveille, tu vois, c'est une variété qui s'appelle téléphone. C'est des petits bonbons, j'en cultive beaucoup pour ma dernière fille, Fénois, qui adore les petits pois. On dit, depuis qu'elle est petite, on l'appelle petit poivre. Voilà, et elle est capable de t'en manger un plein panier, quoi. Voilà, si je peux te les offrir. Hop. Donc là, on est où, Charles? Là, on traverse une parcelle qui était cultivée en légumes quand on vendait notre production. Et bon, il y a encore quelques carottes là et poireaux, mais on fait aussi depuis 5 ans des essais de céréales jardinées. Et c'est un programme qui est piloté en partenariat très étroit avec l'INRAE de Rennes. On va d'ailleurs bientôt lancer un appel en faveur des céréales jardinées aux personnes qui auraient envie d'étudier ça. Parce qu'autrefois, les gens cultivaient les céréales, évidemment à la main, et souvent dans leur jardin. Et il y a plein d'anciennes sources qui te citent des exemples, par exemple une parcelle de 220 mètres carrés au 19e, dans une station de recherche horticole, avait produit 140 kg de blé. Et bien 140 kg de blé, tu nourris une famille de 4 personnes aujourd'hui, on mange moins de pain. Et du coup, ça m'a vraiment titillé parce que cultiver des légumes, c'est facile, avoir un verger, c'est fastoche, une forêt jardin, c'est pas bien compliqué, élever des poules, des moutons, c'est vraiment facile, mais la question des céréales, qui sont pourtant un aliment absolument essentiel, là, c'est vraiment sorti de la sphère des jardins privés et c'est rentré dans le monde des grandes cultures, des grosses machines, des process industriels. Et nous, on cultive depuis plus de 10 ans des céréales en traction animale. Et depuis 5 ans, on a entrepris de retrouver des techniques qui remontent aux Égyptiens et aux anciens Romains et qui permettent de cultiver des céréales à la main. Les céréales sont repiquées ou semées en direct, beaucoup plus tôt en saison, dès la fin août. Et on cherche à favoriser le tallage. C'est-à-dire qu'un grain de blé, ou là en l'occurrence c'est du seigle, a la propriété d'émettre plein de tiges différentes. Et moi, j'avoue que récemment, je pensais un grain égale une tige égale un épi. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et bien là, tu vois, regarde, ce bouquet de seigle là, c'est un seul grain. Et on n'est que mi-mai, hein, donc il va être haut comme ça. Et tu vois la taille des épis. Alors, on se heurte à beaucoup de difficultés dans ce programme parce qu'on n'a plus les bonnes variétés, on ne connaît pas bien les itinéraires techniques, il y a de l'averse, il y a beaucoup de prédation par les oiseaux, donc honnêtement c'est difficile. Mais ça nous est arrivé plusieurs fois, notamment avec le seigle, d'atteindre des rendements de l'ordre d'un équivalent de 87 quintaux à l'hectare, alors que la moyenne nationale en bio cultivée avec un tracteur et une moissonneuse-batteuse, c'est de l'ordre de 30-35 quintaux à l'hectare pour le seigle. Et le grand épeautre, pareil, on a eu des rendements qui dépassaient les 80 quintaux. Et on pense que si on est nombreux à chercher dans différents coins de France, on pourrait atteindre des rendements qui pourraient dépasser peut-être 100 quintaux à l'hectare. Mais mettons que si on arrive à un équivalent de 100 quintaux, ça veut dire que 1 mètre carré te produirait 1 kg par exemple de blé, idéalement, encore une fois on n'y est pas encore, et 1 kg de blé, tu fais 1 kg de pain. Et donc ça veut dire que si tu cultives 150 mètres carrés,
potentiellement, si on retrouve les bons trucs, on pourrait peut-être nourrir une famille à l'année. C'est pas énorme, hein. Non, c'est très peu, 150 mètres carrés, tu vois. Alors là, j'ai du seigle, j'en ai là également. J'ai du blé là-bas, de différentes périodes. Alors on cherche des solutions. Par exemple, le seigle, les épis sont ce qu'on appelle barbus. Il y a des petites barbes. Et du coup, les oiseaux le mangent beaucoup plus difficilement. Donc le blé, là, maintenant, cette année, on ne cultive qu'un mélange de blé barbu. Et on va voir ce que ça donne. L'averse, on fait une sélection chaque année. On ne récolte les semences que sur les plants qui sont restés verticaux, etc., etc. Donc ça fait partie des programmes de recherche très novateurs que la ferme conduit. On n'a plus de recherche spécifique au maraîchage parce qu'on l'a bien étudié et raconté. On a une étude depuis 9 ans de la mini-forêt jardin et depuis 5 ans des céréales jardinées. Et voilà, et avec l'appel en faveur des céréales jardinées, ça va se répandre peut-être à des dizaines, à des centaines de jardins ou de micro-fermes en France. Et du coup, ensemble, on avancera beaucoup plus vite. Petite question, Charles. Entre les céréales, les fruits, les légumes, pour une famille de 4 personnes, tu as déjà calculé quelle taille de terrain serait à peu près adaptée? Honnêtement, je ne saurais pas dire, parce que ça dépend tellement de paramètres, ton sol, ton climat, et surtout ton niveau de compétence. Mais ce qu'on a vu ici, c'est que plus on miniaturisait et plus on soignait, plus ça produisait. Alors, tu vois, quand tu as une machine, un tracteur par exemple, au bout d'un moment, tu butes sur des limites de rendement. Donc si tu veux produire plus, faut racheter la ferme du voisin, quoi. Et alors qu'en travaillant à la main, c'est l'inverse. Je te cite Brian, un maraîcher du 19e, il disait « Choisissez la plus petite parcelle de terre possible et cultivez-la exceptionnellement bien. » Et nous, on voit vraiment que chaque fois qu'on fait grand, ça s'enherbe, on passe beaucoup d'énergie à désherber. Et que plus on fait petit et intense, plus on investit davantage d'heures de travail au mètre carré. Que l'eau, on peut apporter plus d'eau, je dirais, parce qu'au lieu de répartir l'eau sur 1000 mètres carrés, si tu répartis le même volume sur 100 mètres carrés, les plantes ont plus d'eau. Pareil pour la fertilité, plus de compost au mètre carré, tu vois. Par exemple, si tu as 10 tonnes de compost à étaler sur 1 hectare, ça va te faire 10 000 kilos sur 10 000 mètres carrés, ça te fait 1 kilo de compost au mètre carré, c'est que dalle, quoi. Alors que si tu répartis 10 tonnes de compost sur 1000 mètres carrés cultivés à la main, ça te fait 10 kilos de compost au mètre carré. Et 10 kilos de compost au mètre carré, c'est énorme pour des cultures de légumes. Et pareil pour l'eau, etc. Et voilà, donc quelque part, la miniaturisation, elle est vraiment... En fait, une approche jardinée, tu vois, jardiner la terre, pour moi, c'est la clé pour sauver la planète. C'est-à-dire que si on était plus nombreux à se mettre les mains dedans, que ce soit à titre privé ou professionnel, on jardinerait amoureusement quelques portions du territoire, tant qu'à faire les plus productives, potentiellement, tu vois, avec de l'eau, un bon sol, etc. Et on libérerait, mais peut-être des millions d'hectares, pour des forêts comestibles, pour des forêts sauvages, pour des arbres, des forêts d'un nouveau genre qui seraient à la fois des puits de carbone, des abris pour la biodiversité. Et comme ça, je pense que c'est une voie majeure pour concilier les besoins de l'humanité et l'équilibre global de la planète et le respect de toutes les formes de vie. Charles, je l'ai dit en off, mais je vais le dire à la caméra. Tu as 3-4 heures, hein. Enfin avec Lila, vous aurez 3-4 heures, hein, si tu veux développer. Je pense que... moi, si tu ne m'arrêtes plus, hein. C'est pour ça que mon bouquin Vivre avec la Terre, 1048 pages. 1048 pages. 6 ans de ma petite vie. Vous l'avez coécrit? Alors, en fait, je l'ai écrit, mais Perrine était toujours là pour gérer la ferme, relire, apporter des précisions. Donc oui, nos deux noms sont sur la couverture. Je tenais la plume, mais le rôle de Perrine était... on a fait chacun la moitié, quoi. Voilà. C'est pour ça que je cite souvent Catherine. On la voit pas à l'écran. Des fois, on voit ses mains, mais sans Catherine... Sans les femmes, c'est plus dur, hein, les gros. Voilà. Gandhi disait qu'elles sont la moitié de l'humanité. Et Perrine est d'un courage incroyable, d'une ténacité incroyable. Et on n'aurait jamais fait ça si on n'avait pas été deux, quoi. C'est quoi les choses qui auraient pu te faire perdre énormément de temps et que tu ne recommandes pas la grande clé, c'est ce qu'on vient d'évoquer, tu vois, c'est faire petit. Parce que nous, on avait 0 repère
technico-économique notamment. Quand on s'est lancé à faire du maraîchage manuel dans la région de France, la Haute-Normandie, qui était un bastion de l'agriculture productiviste, première région à l'époque utilisatrice de pesticides, on était des extraterrestres, quoi. Et personne ne nous conseillait. Même les conseillers techniques du groupement des agriculteurs bio, ils arrivaient, ils hallucinaient, ils disaient « mais c'est un grand jardin, tu produis rien dans un grand jardin » pour en vivre, quoi, professionnellement. Et nous, on avait déjà cette volonté de faire sans pétrole ou avec un minimum de pétrole. Donc on s'est dit, ben, tant pis, s'il faut, on va galérer 20 ans, mais on va chercher des solutions pour imaginer une agriculture sans pétrole, post-pétrole. Et la très grande surprise, tu vois, c'est qu'en faisant une synthèse de toutes ces bonnes pratiques glanées aux quatre coins du monde, ben en quelques années, on est devenu beaucoup plus productif. Et l'environnement s'est régénéré beaucoup plus vite que ce qu'on avait pu imaginer. Et en fait, mais ça nécessitait une sorte de déconstruction du modèle dominant. Et j'ai tellement réfléchi, et lu de livres et d'études, Perrine était aussi beaucoup sur Internet, que je me rends compte que cette transition, le plus dur, c'était pas de changer d'outils ou de technique, c'était de déconstruire notre imaginaire et de s'ouvrir à un autre imaginaire. Et notamment que la main humaine, elle te permet de jardiner amoureusement la terre. C'est le meilleur des outils. Ben voilà. Alors, je ne dis pas que tu peux faire tout à la main, mais en tout cas, redonner sa noblesse à la main humaine. Et ben, par exemple, voilà la mini forêt jardin. Je suis très heureux de vous la présenter parce qu'elle a vraiment été conçue ici. Et en fait, pendant des années, on travaillait sur la performance du maraîchage. Donc là, ce jardin qu'on appelle les pommiers faisait partie des 1000 m² de l'étude. C'était beaucoup plus intensif à l'époque. Hein. Maintenant, je suis tout seul, je ne commercialise plus. Mais on travaillait micro-maraîchage, performance économique. Et je me disais, oui, mais on cultive des plantes annuelles, parce que la plupart de nos légumes sont des plantes annuelles. Ce n'est pas très satisfaisant, parce que dans la nature, généralement, tu as moins de 1% de plantes annuelles. C'est plutôt des plantes pionnières. Et pour moi, le salut vient des arbres. Et on avait notre première forêt-jardin déjà, qui est au fond de la ferme. Et je me disais, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système de forêt-jardin qui reprenne les mêmes concepts de miniaturisation et de productivité très élevée? Et c'est comme ça qu'il y a 9 ans, on a planté cette mini-forêt-jardin. Et depuis l'année de la plantation, elle est étudiée scientifiquement. Et ça fait 9 ans qu'on relève toutes les données. Allons-y, j'en parlerai mieux dedans. Et alors ça a été très peu présenté. C'est vrai qu'il y a eu des vidéos En fait, quand même, j'ai même écrit un petit livre dans Résilience qui s'appelle « Créer une mini-forêt-jardin ». Ah, c'est toi Parce que je l'ai vu, mais je n'avais pas vu qui était l'auteur. Oui. Parce qu'en fait, alors, on sait au début, avec Perrine, on a eu un coup de cœur pour ce concept de forêt comestible, de forêt-jardin. Et on s'est beaucoup nourri des travaux des quelques pionniers en la matière. Mais assez vite, on a vu qu'ils proposaient dans leur approche une énorme gamme de végétaux glanés aux quatre coins du monde. J'ai encore reçu un mail ce matin d'une pépinière belge qui me proposait des végétaux exotiques, rares et tout. Mais nous, on s'est aperçu qu'on en a mis plein. On a mis dans la première forêt une centaine de végétaux un peu exogènes. Bon, on n'avait que dalle en production, quoi. Parce qu'ils ne sont pas adaptés à notre climat, ou alors ils te donnent des trucs, tu peux manger les feuilles en salade, bon. Mais quand tu es maraîcher professionnel, va vendre des feuilles en salade, des feuilles d'arbres. Et les baies, nul au niveau production de baies. Alors du coup, on s'est dit, cette mini-forêt-jardin, on va rester sur les classiques de notre région. Pommiers, mûres géantes, les lianes sont des mûres géantes, de la livèche. Excuse-moi, c'est pas américain plutôt, les mûres géantes? Les mûres géantes? C'est pas Canada ou Amérique? C'est des variétés. Alors là, tu vois, je ne suis pas du tout bon en botanique. Ah ouais, alors désolé, je sais pas en plus. Non, mais ça donne des grosses mûres sans épines, qui ne sont pas très bonnes, mais qui te donnent jusqu'à 10 kg par pied. Et en fait, bon, peut-être je devrais dire en préambule un mot, la forêt-jardin, c'est une imitation de la forêt naturelle, mais à peu près tous les végétaux sont comestibles par les humains. Donc une fois que tu l'as implanté, tu as 0 travail du sol, 0 intrant, ou alors peut-être du bois broyé, et tu as juste un travail, 0 irrigation. Et donc c'est un système très autonome, où le boulot, ça va être de désherber, de tailler les fruitiers et de récolter. Et donc, on a une canopée d'arbres fruitiers. Donc là, on a pris des demi-tiges ou des arbres colonnaires, comme celui-là,
qui ne prennent pas trop de place. J'ai fait l'erreur de les planter trop serrés, mais tout ça est raconté dans le guide. Et on a un étage intermédiaire de buissons. Alors là, par exemple, j'ai une repousse de framboisiers. Donc, le sol se tapisse de framboisiers. Mais j'ai aussi des cassis, des groseilles, qui peuvent être greffés sur tige, comme les petits arbrisseaux qui sont derrière nous là-bas. Ou alors, ou alors sous forme classique de buisson. Et puis, on a la strate herbacée, c'est-à-dire ce qui pousse au sol. Et là, la bonne surprise, c'est qu'en fait, dès la première année, cette mini forêt-jardin qui fait à peine plus de 200 mètres carrés cultivés, plus les allées, elle fait à peu près 300 mètres carrés, eh bien, elle a produit plus de 3 000 € de valeur, dès l'année de la plantation. Et depuis 9 ans qu'on relève les données, elle produit grosso modo 4 000 € par an, avec en échange 80 heures de boulot par an. C'est-à-dire qu'on a un niveau de productivité énorme, quoi, et totalement insoupçonné pour un système qui est aussi un abri pour la biodiversité, un puits de carbone, et qui fonctionne encore une fois avec tes petites mains, tu vois. Et donc là, bah, regarde par exemple, si je peux me permettre, tu as un pommier qui va donner des pommes, tu as les lianes de mûres qui vont donner peut-être jusqu'à 10 kg de mûres. Et puis en dessous, bah, j'ai de la livèche, de l'angélique, de la mélisse, plein de repousses spontanées de framboisiers. Et un peu partout, c'est un tapis d'ail des ours qui est en fin de floraison maintenant. Mais c'est une plante excellente, une plante sauvage excellente et qui a beaucoup de valeur. Et donc on s'est aperçu que finalement, contrairement à ce qu'on pensait, eh bien, la valeur, elle venait plutôt du sol et après l'étage des buissons. Et puis en dernier lieu, elle venait juste des arbres. Mais les arbres, ils ont quasiment que très peu donné de fruits depuis 9 ans parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont assez sensibles au gel tardif. Tu joues vachement sur les strates. Ouais. Mais la valeur vient surtout du bas. Et là, j'ai des rhubarbes, il y a des artichauts, j'ai même une culture de champignons là derrière. Le fameux shiitake. Oui. Et en fait, ça fait un petit système qui est vachement sympa. Parce que ça me rappelle mes années passées en Amazonie, chez les Indiens. C'est que tu as une sorte de petite jungle nourricière. Alors, bah, les shiitake du déjeuner sont là, sur les bûches de chêne. Ils ont été récoltés. Et je fais des essais parce que aucun autre système similaire n'existe actuellement à ma connaissance. Donc par exemple, comme j'avais planté trop serré, bah, ça m'a fait de la peine, mais cet hiver, j'ai très fortement rabattu des arbres qui étaient en surnombre. Donc plutôt que de les éradiquer, j'ai préféré les rabattre. Et j'attends pas d'eux des fruits, mais une production de biomasse, un peu comme dans l'approche de la syntropie. Et après, je broie les branches et je recouvre le sol de BRF. Donc on expérimente, on tâtonne, on se plante, on ajuste. Ça, c'est un petit abri pour les hérissons. Et tiens, voilà, regarde, un petit fruit greffé sur tige. Moi, je les aime beaucoup. Ça, c'est des groseilles à maquereaux. Donc, en fait, tu vois, il y a une tige et on voit les groseilles à maquereaux là qui sont en formation. Et du coup, l'intérêt, c'est que ça dégage bien la strate herbacée. Et en dessous, bah là, j'ai des menthes. Et là, j'ai ce tapis d'ail des ours qui est en train de coloniser. Donc, certains des couvre-sols qu'on avait mis en année 1 ont disparu parce qu'ils n'étaient pas adaptés. Il y en a d'autres qu'on a éradiqués parce que finalement ils étaient sans intérêt. Mais les plantes qui sont les mieux adaptées, elles prospèrent, tu vois. Donc l'ail des ours est en train de tout coloniser. Les framboisiers colonisent et du coup ils créent aussi pas mal de valeur. Et c'est comme ça qu'on cherche à... En fait, c'est super excitant, tu vois, parce qu'on teste, on expérimente des nouveaux modèles, on se plante, on apprend de nos erreurs, on observe, et puis tu t'aperçois qu'en fait, globalement, ça marche, quoi. Moi, je me dis, ça fait 20 ans que tu es là. Oui. On dirait que c'est le premier jour où tu découvres ton jardin. C'est fun, quoi. Tu vois, c'est vraiment fun. Et la joie d'aller faire les récoltes... Alors on a la contrainte de tout peser, de noter le temps qu'on y passe, etc. Mais je veux dire, mais quel bonheur de venir cueillir des mûres, des framboises. Lila fait des pestos d'ail des ours délicieux. Pendant plus de 10 ans, on a irrigué la ferme avec une grosse pompe qui était branchée sur le réseau, quoi. Donc le réseau, on achetait à Enercop à l'époque, et on achète toujours à une coopérative d'énergie renouvelable. Mais on s'est dit, si un jour il y a une coupure de courant, et comment on fait pour l'eau, notamment sous serre? Parce qu'en extérieur,
Je dirais on n'arrose quasiment pas. Et puis il y a plein de mares et de points d'eau. Quand on repique, on peut arroser à l'arrosoir. Mais la serre, c'est quand même 600 mètres carrés à arroser. Et du coup, on a fait cette installation pour être autonome en eau. Alors, il y a toujours l'autre installation. On dit en permaculture, chaque fonction essentielle doit être remplie par plusieurs éléments. Donc, j'ai ma grosse pompe que j'utilise jamais, mais en cas de besoin, elle est là-bas, si celle-là tombe en panne. Celle-là, j'ai des pièces de rechange en cas de besoin. On a mis 2 cuves de 1000 litres, parce que si la pompe tombe en panne, par gravité, j'ai 2000 litres pour aller arroser mes plants sous serre. Ça me laisse le temps de réparer. Et puis là, il suffit que j'allume et elle va se mettre à tourner. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu magique. Et là où c'est encore plus magique, c'est que même quand il pleut, elle tourne. Alors là, chapeau les panneaux solaires, je ne comprends pas moi comment ça marche, je suis une bille en technologie. Mais c'est la luminosité mais ça marche, qui joue normalement. Même sous la pluie normande, j'aurais jamais cru ça. Dis-moi Charles, parce que là tu vois, on essaye de marcher, on piétine, ceci. Combien tu as reçu d'étudiants et de curieux? Et surtout, il y a dû y avoir quand même, tu vois, on piétine, on ne sait pas trop où marcher. Ouais. Comment tu as géré ça et combien il y a eu de personnes Le souci qu'on a eu avec Perrine, c'est que nous, on n'avait aucune prétention à être novateur. Et moi, en fait, quand je suis devenu maraîcher, je rêvais d'une vie sans comptabilité, sans paperasse, une vie simple, dans la nature. Mais je me suis mis le doigt dans l'œil, mais extrêmement profond, tu vois, parce que c'est une vie qui a été bourrée de contraintes, bourrée de sollicitations, bourrée de démarches. On passait beaucoup d'énergie à chercher des budgets, notamment pour les programmes de recherche. Et en fait, ce n'était pas du tout la petite vie simple et autonome et modeste. Et on a très vite été ultra médiatisés. Et franchement, c'est pas du tout un cadeau. Mais on se forçait à accueillir, parce qu'on disait, si on a quelques éléments de solution, le monde est en crise, on ne peut pas les garder pour nous, tu vois. Les bonnes nouvelles sont faites pour être partagées, et comme on avait une assez haute conscience l'un et l'autre des périls qui pèsent sur le monde de demain, on se disait, faut y aller, quoi. Mais on a accueilli en formation, on a accueilli plus de 5000 personnes depuis 2008, ce qui est énorme. Et alors au niveau nombre de visiteurs, mais c'est très vite devenu ingérable parce qu'on faisait un après-midi par mois de porte ouverte, on avait plus de 600 personnes. À deux? Non, non, on avait une équipe qui nous aidait. Et du coup, il y a plein de choses qu'on proposait qu'on a dû arrêter, victime du succès, tu vois, parce que c'était tellement too much que c'était ingérable, quoi. Et du coup, maintenant je suis tout seul, Lila s'installe, c'est chouette, mais je passe ma vie à dire non. Alors j'accueille des gens en fait, même si je dis non, quand il y a une véritable motivation, un étudiant, un paysan du bout du monde, et surtout tous les scientifiques et agronomes, je les accueille. Ça doit déjà bien occuper. Et généralement gratuitement, tu vois, donc j'ai des missions d'État parfois qui viennent parce qu'ils veulent étudier tel ou tel aspect. Je les accueille, je donne 4 heures de mon temps. Mais c'est pour ça que je bosse tous les week-ends et souvent tard le soir. Donc oui, honnêtement, c'était pas la vie dont on rêvait. Ah, tu vois, c'est drôle, j'imagine entendre tout sauf ça. Catherine, on s'en va. Non, par contre, Charles, je tiens aussi à l'enregistrer, ce qui est très drôle. Donc Catherine m'accompagne. Je lui dis, ça te plairait de découvrir la ferme du Bec et Loin? Elle me dit, mais j'y suis déjà allé 2 fois. Donc elle fait partie de toutes ces personnes, c'est ça qui est dingue. C'est fou, Ouais. pour dire le monde... Ouais. Et t'arrives pas à pouvoir... Vous avez jamais quantifié, tu sais, avec le clicker, là, pour savoir... Ah non, mais on a accueilli plein de gens éminents, comme je pense par exemple à Jean-Marc Jancovici, spécialiste du carbone. On a travaillé avec son cabinet Carbone 4, avec The Shift Project, ils ont fait tout un bilan carbone. Donc pendant 1 an, on voulait tout intégrer, y compris les trajets des visiteurs qui venaient en formation, ou pour les visites d'une demi-journée. Eh bien, les visiteurs qui venaient pour une demi-journée, en moyenne, ils faisaient 400 km aller-retour. Et les gens qui venaient en formation, en moyenne, ils faisaient 800 km. On avait des gens de plein de pays, tu vois. Et du coup, ça plombait le bilan carbone de la ferme, d'ailleurs. Mais êtes-vous responsable? Oui, tu vas me dire oui. J'allais dire, êtes-vous responsable? Tu aurais pu faire du covoiturage. Non, mais tu vois, au bout d'un moment, enfin, on a toujours buté sur nos limites en termes de fatigue, de surcharge. Quand j'ai vu le succès des bouquins, je me suis dit, t'écris un livre, tu racontes de manière exhaustive ce que tu veux traiter, tu partages infiniment plus d'infos qu'en 2 heures de visite,
Et le livre, il peut toucher, nos livres sont beaucoup vendus, tu vois. Vous étiez à combien aux dernières nouvelles pour avoir une idée? Vivre avec la terre, qui est quand même un pavé de 5 kilos, on en est à un bon 60 000, quoi. Et là maintenant, il est traduit en anglais, donc je sais que quand tu es traduit en langue anglaise, tu touches tous les continents, tu touches l'Inde, l'Australie, on a un distributeur aux États-Unis, tu touches, on a des paysans qui nous écrivent du Japon, du Népal, enfin. Et du coup, je préfère mettre le peu d'énergie qui me reste à expérimenter et raconter sous forme de bouquins notamment, et on prépare aussi des formations en ligne, petite pub, le petit encart publicitaire, mais parce qu'il faut quand même trouver des sous pour faire tourner cette ferme, et je me dis, mon temps il est peut-être mieux utilisé, parce que accueillir 10 000 personnes, je ne sais pas faire, tu vois, je suis trop vieux, trop fatigué, mes journées sont trop remplies. Mais écrire un livre, qui sera peut-être lu par 10 000 personnes, ça j'adore, voilà. Mais moi je te comprends sur une chose, c'est aussi l'énergie que ça prend de répéter, de parler, tu vois, à chaque fois qu'on va rencontrer des nouvelles personnes, après en off on raconte un peu nos vies, ceci, cela, mais nous après 12 jours, on est mort. Ouais. Donc je peux comprendre que quand on a 600, même tous les mois, de répéter, tu peux pas parler à 600 personnes en même temps. C'était par semaine, on enchaînait 3 visites guidées Non, c'était par jour, par après-midi. On enchaînait 3 visites guidées de 2h30 chacun. Tu finis, mais tu sais plus où t'habites, quoi. On va parler un peu d'énergie aussi. Oui, alors là derrière vous avez une de mes plus grandes fiertés, c'est cette petite éolienne en bois qu'on a auto-construite avec l'association Tripalium et Jay Hudnall. Son association à lui, ça s'appelle Tiéol, et je vous conseille toutes et tous de regarder parce qu'en fait, on a organisé un stage ici autour de l'autonomie énergétique. C'était passionnant parce que comme on a déjà les installations solaires, etc., c'était très complet. Et en fait, en 5 jours de boulot avec un groupe d'une dizaine de personnes, on a tout construit de A à Z. Donc les pales en bois, la génératrice avec des aimants et du fil de cuivre, le mât, enfin vraiment tout. Et on a tout installé. Et donc dès que je regarde cette éolienne, j'ai plein de bons souvenirs, de grandes tablées, de rigolades, etc. Et de tout ce groupe qui était génial. Et pourtant, je peux vous dire que j'étais très intimidée parce que bon, je suis pas la plus bricoleuse. Et c'est vrai que j'ai tout appris, quoi. La soudure, les machins. Là, il y a un petit chien heureux. La soudure, les machins et tout ça. Et c'était absolument merveilleux parce qu'en une semaine de stage, on a ce beau résultat qui est l'éolienne. Mais en plus, on repart avec plein de compétences parce que c'est vraiment du partage et de la transmission, quoi. Donc j'adore cette éolienne. Alors, elle ne produit pas énormément. 1 kilo par jour, tu disais en moyenne quand c'est ça. Mais au moins, on ne dépend pas entièrement du solaire. Et on peut équilibrer et explorer des nouveaux modes. Parce que c'est vrai que je ne porte pas dans mon cœur les grandes éoliennes blanches, mais alors ces petites éoliennes en bois, je les trouve formidables. Ah ouais. Et voilà. Vous avez dû, alors je ne sais plus comment on appelle, l'accrocher quand même avec les filins, parce que ça doit à plus de 10 mètres. Là, oui, ça doit... en fait, elle est accrochée avec des câbles et il y a une espèce de manivelle pour la descendre et la remonter. Et là, on l'a descendue il y a quelques semaines parce qu'une fois par an, on la descend et on la remonte pour faire l'entretien, vérifier qu'on ne va pas se prendre une pale sur la tête. Ici, vous avez donc notre douche solaire. Donc, on a le plaisir de se laver au milieu des fleurs. Et c'est quand même merveilleux. En fait, tu as l'impression de te baigner, quoi. Tu n'as pas l'impression d'être dans une salle de bain, tu as l'impression de te baigner. Et donc, c'est un véritable plaisir. Et c'est vrai que c'est absolument merveilleux d'avoir le plaisir de la cuisinière à bois et du feu de bois et des petits plats qui mijotent en hiver. Et l'été, de vivre complètement dehors, d'avoir sa douche solaire, etc. Et alors, je vais vous montrer juste à côté. Moi, un des trucs que j'aime le plus et que j'aime le plus ici, c'est la cuisine. Je trouve ça absolument merveilleux de pouvoir se nourrir de produits frais que tu vas glaner en fonction de ton envie, de ta faim, de tout ça. Et en fait, on essaye comme tout, de pousser le vice jusqu'à faire une cuisine la plus écologique possible. Et donc, on cuisine aussi beaucoup avec des outils low-tech. Et donc, vous l'aurez compris, en hiver, on utilise beaucoup la cuisinière à bois.
Et c'est vraiment très, très agréable comme outil. Mais donc en été, on n'a pas envie ni d'allumer les plaques électriques, on a quand même des plaques électriques, ni d'allumer un feu dans la cuisinière parce qu'on crève de chaud. Du coup, on utilise le four solaire que je vais vous montrer là. Donc ça, c'est notre parabole solaire. C'est tout simple, c'est low-tech. Vous pouvez en auto-construire, on a fait des guides résilience sur le sujet et on vient de sortir un guide sur la cuisine low-tech. Et en fait, ça va capter les rayons du soleil et en très peu de temps, ça va faire bouillir le plat qui est posé dedans. Donc moi, je fais des confitures en été, je fais les sauces tomates aussi. Parce que c'est le grand moment des conserves l'été, mais c'est pas le grand moment des plaques électriques ou de la chaleur. Donc le four solaire, c'est absolument merveilleux. Et on essaye de plus en plus de cuisiner dehors. Alors je vais aller vous montrer, on cuisine aussi au chaudron. Ça, on l'a découvert chez Samuel Lewis. Brian va vous faire une super vidéo avec Samuel qu'on adore. Et en fait, il nous a accueillis chez lui et puis on a déjeuné dehors avec un feu et il nous avait fait cuire des pommes de terre au chaudron. Et on voit toujours plein de chaudrons dans les brocantes, etc. C'est un truc de breton, non? Panoramique, les druides, je trouve un peu... Complètement. Et donc on avait plein de chaudrons dans les brocantes et tout. Et on s'est dit, bah génial, nous aussi quoi. Et donc en fait, en hiver, on a le plaisir d'avoir un feu de cheminée et on met son chaudron au-dessus. Et alors je vous promets que je n'ai jamais rien vu d'aussi efficace. En 1 minute, ça se met à bouillir, parce qu'évidemment, avec les flammes, c'est très chaud. Et je suis très amie avec Huguette, notre voisine, qui est une paysanne normande du coin, qui avait 8 vaches et qui a toujours vécu dans un mode de vie paysan. Et alors, quand je lui ai dit, quand on dit aux anciens qu'on refait leurs vieux trucs, ils hallucinent. Alors je lui ai dit qu'Huguette, que j'avais acheté notre chaudron. Alors déjà, elle m'a dit que ça s'appelait un potin, qu'elle appelait ça un potin. Et je trouve ça génial parce qu'on peut imaginer d'où vient l'expression, les femmes qui cuisaient la soupe et qui s'échangeaient les potins autour du chaudron. Et alors elle se souvient très bien de cuisiner dans son enfance, toujours tout au chaudron, quoi. Toujours tout au chaudron. Donc c'est amusant de se dire qu'en fait, entre cette vieille dame qui a peut-être dans les 80 ans et moi, il y a juste quelques générations qui ont un peu... Et puis nous, on se remet à retrouver des techniques d'autrefois. Mais en fait, comment ça fonctionne? C'est simple. Il faut évidemment le mettre au soleil. Après, oh putain, là par exemple, je le sens direct. Tu te l'es pris dans la tronche, tu le sens direct. Parce que là, il fait hyper beau. En fait, tu orientes ta parabole. Alors, je vais pas trop le faire parce que j'ai pas envie de me le prendre dans la tête. Mais déjà là, je peux à peine mettre ma main tellement c'est chaud. Et donc, en fait, tu orientes la parabole de manière à ce que ça chauffe sous le truc. Je vais la désorienter tout de suite parce que là, je me la met dans la tronche, regarde. Je boue. Et en fait, ça capte les rayons du soleil, ça les concentre et ça te permet de faire chauffer ultra bien ton truc. Et un autre de nos grands plaisirs, où nous allons aller tout de suite, c'est le four à pain. On va arriver au four à pain, qui a été auto-construit aussi avec l'équipe de la ferme, très facilement. Et donc, ce qui est beau dans le four à pain, c'est qu'il y a un truc complètement primitif et ancestral, avec cette belle voûte en terre-paille, évidemment. Et en fait, c'est une cuisson au feu de bois. Donc, il nous est arrivé de faire des cuissons 1 fois par semaine, etc. Le pain se garde vachement bien, un bon pain au levain. Et là, on l'utilise beaucoup plus ponctuellement, le four à pain, parce qu'on n'a plus le temps de le faire autant qu'avant. Mais en fait, on fait des trucs géniaux. On fait des tomates séchées, on fait des pommes séchées, on fait des prunes séchées, etc. On fait une cuisson de pain. Et puis après, on utilise le four à pain comme un déshydrateur ou comme un... Et c'est absolument génial. Et vous voyez, ce petit bâtiment a été aussi auto-construit avec l'équipe de la ferme. Donc c'est vraiment chouette de retrouver ce côté dans une ferme un peu village d'autrefois. Chacun peut explorer ses passions. Alors certaines, c'est la cuisine. On a aussi une forge, on a l'atelier. On a un peu de quoi faire... C'est un petit village et en fait, chacun peut faire ce qu'il aime. Et c'est merveilleux, quoi. Venez avec moi. Donc voilà l'intérieur du four à pain. Donc je peux même vous montrer l'intérieur du four. Peut-être que vous allez rien voir en fait, hein. Mais voilà, c'est la voûte en terre et le sol est en pierre. C'est vrai que c'est vraiment un lieu dans lequel la résilience pourrait, enfin, vous l'avez développé. Hein.
Ce qui nous amuse, c'est d'explorer un peu tout. Et tu vois, avec Résilience, notre collection de livres Résilience, c'est une aventure absolument géniale parce que du coup, on a rencontré plein d'auteurs et d'autrices, tous plus passionnés et passionnants les uns que les autres. Et du coup, beaucoup sont venus, parce qu'on n'a pas des budgets énormes, donc beaucoup sont venus à la ferme et on a fait les photos, soit mon père, soit moi, d'une bonne partie des guides. Et donc en fait, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, on a sorti un guide sur filer la laine ou les fibres naturelles. Je sais que tu as fait une vidéo avec une femme sur ce sujet que j'ai adoré. Et c'est vrai que en fait, pouvoir faire du fil avec des fibres d'ortie, du chanvre ou la laine de nos moutons, c'est absolument merveilleux. Et il nous aurait fallu du temps de recherche, etc. Et le fait de pouvoir échanger toutes ces connaissances, moi, c'est vraiment un truc qui m'anime. On a aussi construit là-bas un petit four à poterie primitif avec Coralie. Alors ça, Coralie, c'est un livre génial de la collection. En fait, elle va glaner de l'argile dans le sol, dans les forêts, à droite à gauche, et puis elle cuit ses poteries au feu de bois. Donc ça, c'est absolument génial. Et c'est vrai qu'on peut toujours, avec l'autonomie et la résilience, pousser le curseur un peu plus loin. On peut toujours aller un peu plus loin. On peut avoir envie de produire sa nourriture, puis de produire l'assiette dans laquelle on mange sa nourriture, puis de produire sa cuillère en bois, puis de produire ses fringues. Et on risque pas de s'ennuyer, hein, ça je vous le dis. On risque pas de s'ennuyer. Et puis en fait, ça pousse à la créativité et c'est ça que j'aime bien. Moi j'adore imaginer, créer, faire des choses manuelles, etc. Et donc on avait autrefois un chien qu'on aimait de tout notre cœur mais qui est malheureusement décédé de vieillesse. Et c'était un Terre-Neuve, donc avec énormément de poils. Et donc j'étais en train de brosser le chien devant la maison et là mes autrices m'ont dit bah, on va essayer de faire une pelote de fil. Et on avait fait une magnifique pelote de fil avec les poils de notre chien. Donc c'est incroyable quoi. Et c'est vrai que on aurait pu la tricoter et se faire une écharpe avec juste quelque chose. Exactement. Donc c'est vrai que c'est touchant, c'est touchant. Et moi la partie électricité, j'ai beaucoup de mal. Ça me parle pas tous ces trucs, etc. Et c'est pour ça que le stage sur l'éolienne, c'était important parce qu'en fait le fait de passer une semaine sur le sujet, et ben, ça m'a vraiment aidé à comprendre et à mieux saisir. Alors je ne peux pas vous dire que je suis tout à fait à l'aise, mais en fait ça m'a vraiment aidé. J'étais complètement paumée et maintenant je sais quoi. Ça, je suis très émue de vous le montrer parce que ça fait partie de mes premiers souvenirs d'enfance de la ferme. Parce qu'au départ, il faut vous imaginer que c'était des prés, qu'il n'y avait rien à part 2-3 pommiers. Et très rapidement, nous sommes noués d'amitié avec Huguette et qui nous a transmis son pressoir à pommes, qui est un pressoir ancien. Alors déjà, l'objet est absolument magnifique. Il vient de Normandie, vous allez zoomer sur le panneau. Et donc petite, je me souviens très bien d'avoir le plaisir avec ma sœur, nos cousins, cousines, etc. de faire notre jus de pomme et notre cidre avec ce magnifique pressoir. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai repris, maintenant j'en fais avec mes potes. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est tout comme la vie d'autrefois. En fait, il y a des temps comme la moisson, le moment du cidre, où on a besoin de se réunir. Et en fait, on a envie aussi de se réunir pour faire la fête, passer des moments ensemble, etc. Pour goûter. Exactement. Et alors, je peux vous dire que le jus qui coule du pressoir, le jus de pomme fraîchement pressé, c'est une odeur et un goût inégalables. Donc voilà pour la joie d'avoir un pressoir. Et dès que Catherine. Et tu vois, ils viennent de Rouen, juste à côté d'ici. C'est très bon et c'est vrai que c'est des moments de joie, quoi, de retrouvailles, on est ensemble, on a la joie de faire quelque chose ensemble, ça n'a pas de prix. Hein. Ça, c'est aussi un pressoir mais ancien et il est plus en très bon état. Et en fait, la grosse poutre était lâchée et ça pressait les pommes. Et alors là, ici, c'est notre second espace pour le chaudron, parce qu'on peut le mettre évidemment dans la cheminée. Voilà, hein, ça c'est une crémaillère, la pendaison de crémaillère, le moment crucial dans l'aménagement d'une maison. Et donc on a une crémaillère dans la cheminée et une ici. Donc on peut se faire aussi des soirées autour du feu, etc. Et c'est vraiment magique de cuisiner au chaudron. Sur cette poutre, il y a écrit en vieux français « Fait ici par moi N le Guignant, charpentier en l'an de grâce 1668 ». Et donc je trouve qu'il y a un côté émouvant à ça, quoi. C'est vraiment une très belle poutre. Et c'est vrai que bah voilà, quoi. Le travail bien fait, ça dure des siècles, ça s'amochit pas, ça vieillit bien et ça se garde dans le temps. On aperçoit l'île Jardin,
qui est peut-être ma partie préférée des jardins, que j'aime beaucoup, qui est une île complètement artificielle, hein, ça a été creusé. Mais c'est vrai que maraîchage, c'était parce qu'autrefois les gens cultivaient les marais. Et donc c'est vrai que l'importance d'avoir de l'eau à proximité est cruciale. Et c'est un jardin où je trouve on se sent très bien, avec des buts de culture permanente. Ça, je sais que vous en avez parlé tout à l'heure avec Charles. Et bon, en ce moment, c'est un printemps difficile parce que comme il fait très froid et qu'il y a eu très peu de soleil, les légumes ont du mal à pousser en extérieur. Mais on a commencé à implanter des cultures et surtout, on essaye de cultiver pas mal de choses pérennes, comme des artichauts ou des choses comme ça, des choses qui vont voilà, rester en place pendant plusieurs années, des cultures vivaces. Et moi, j'ai implanté dans le fond du jardin tout un jardin de plantes médicinales, parce que ma grande passion, c'est vraiment la cueillette et les plantes médicinales. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument merveilleux à faire corps avec les plantes, se laisser soigner par elles, etc. Et je bois des tisanes toute la journée. Donc le jardin de plantes médicinales commence. Voilà. Quand je te vois là, et je sais que tu as dû professionnellement partir quelque temps à Paris, Oui. C'était une évasion ici quand tu revenais parce que... Ah, c'était essentiel, mais j'ai toujours beaucoup bougé parce que j'allais quand même voir pas mal mes auteurs et autrices à droite à gauche, je revenais ici, mais c'est vrai que c'est une décision lourde, même pour moi, donc je vous l'ai pas dit, mais je m'installe ici, j'ai déménagé hier, c'est pour ça que j'ai une tête cernée et fatiguée. Ah ben on voit pas, t'as contre-jour donc on voit pas bien. Ah, bah, Tant on mieux, se met bien. Si tu veux, vas-y. Et en fait, c'est vrai que je trouve ça hyper dur de savoir où est-ce qu'on veut vivre. Moi, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que j'ai envie de vivre ici? Le rapport avec les parents? Est-ce que je me réinstalle près de chez mon père? Etc. C'est beaucoup de questions. Et je trouve que c'est vachement dur de trouver la région idéale aujourd'hui parce que tu as tellement de paramètres. Alors ici, par exemple, c'est une région qui n'est pas très alternative. C'est la Normandie. Moi, j'adore le sud, le soleil, etc. Mais en fait, je suis tellement attachée à cette ferme et j'ai mes racines ici que... pendant des années, je me suis posé de la question de où m'installer à la campagne et où m'installer pour vivre plus proche de la nature. Et en fait, la réalité m'a rattrapée, quoi. Je peux être nulle part ailleurs qu'ici, en tout cas pour les prochaines années. Donc on verra ce que je fais. Mais c'est pas une bonne idée de livre, ça, où s'installer. C'est une très bonne idée de livre. C'est une très bonne idée de livre. Parce que c'est vrai que c'est des vraies questions. Hein. Et tu en parles bien dans ton livre d'ailleurs. Voilà. Comment elle me fait une belle promo. La Normandie m'appelle, la Normandie m'appelle. Ouais. Donc là, on est mi-mai, donc les premières cultures sont installées. A priori, il ne gèlera plus. Et donc ici, sur cette île, on a un mélange de cultures de légumes, là les betteraves, les salades, et de cultures de plantes médicinales. Donc ici, des lavandes, etc., que j'ai implanté en terre il y a peu de temps. Là, en fait, on a essayé de mélanger les buts et de les étaler un peu partout sur l'île pour que ce soit plus joli. Mais il y a de l'immortel au fond, de la lavande, beaucoup de romarin, j'adore le romarin, beaucoup de sauge, j'adore la sauge. Donc en fait elles sont un petit peu disséminées partout sur l'île, mais elles sont encore petites, alors c'est peut-être pas le plus facile. Mais là par exemple il y a une belle butte de romarin. Ici, alors on irrigue évidemment en été, surtout pendant les grandes chaleurs, mais moins. Là par exemple c'est de la menthe aquatique, voilà quoi, ça amène une diversité. Et un plaisir, enfin je sais pas, quand on jardine ici et qu'on a les chiens qui font leur foufou à jouer dans l'eau, etc. C'est quand même merveilleux, quoi. On se sent à l'autre bout du monde tout en étant en Normandie. C'est quand même génial, quoi. Et voilà l'atelier. L'atelier pour tout, en fait. C'est ici qu'on a une partie des outils, que ce soit pour faire le bois, que ce soit des outils pour faire les charpentes, que ce soit des outils de maraîchage aussi. Donc là, la charpente, c'était ma première charpente. Elle a été faite avec cette hache, qui s'appelle une Deloitte. C'est une hache avec un seul tranchant et un manche déporté, qui était très utilisée autrefois. Et franchement, c'était une découverte. C'est-à-dire qu'on était coupé des arbres en forêt, mis par terre, enfin sur un petit bâti en bois, et tac, 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 et carré à la hache. Et en fait, il n'y avait rien de compliqué à faire un bâtiment comme ça, quoi. Alors, faut pas trop regarder dans les détails les ajustages, hein, c'est pas au millimètre près. Mais du coup, ça donne un bâtiment qui a un peu ce charme d'autrefois. Et puis, ça a permis de lui donner exactement la forme qu'on voulait. Et puis, la joie de l'avoir fait, quoi. C'est incomparable, hein. Oui, et ça, c'est un des trucs satisfaisants dans cette démarche d'autonomie, mais je pense qu'on n'apprend rien à ceux qui vous regardent. C'est que
ça donne vachement de fierté. Il y a un sentiment de empowerment, comme disaient les Anglais, dans le fait de faire soi-même. Quand on a fait ce bâtiment, j'avais l'impression qu'on avait construit un bâtiment, mais on a aussi construit l'équipe qui y a participé, parce que on était fiers, on avait fait ça ensemble, on avait cherché des solutions à toutes les difficultés techniques, et on avait fait le taf ensemble. Peut-être qu'on peut vous montrer un ou deux outils fétiches de la ferme. Alors là, c'est pas un outil de maraîchage, c'est pour s'occuper du bois, mais l'autonomie énergétique, on sait à quel point c'est important. En fait, le bois a une place centrale ici à la ferme. Alors il y a des jardins de bois dans le paysage de résilience. Je ne sais pas si on aura le temps de vous les montrer, parce qu'on ne peut pas tout vous montrer, mais c'est vrai que le travail du bois, c'est très important, et à la maison, on se chauffe entièrement au bois pendant toute la saison froide. Donc le bois nous chauffe la cuisinière, donc nous permet de nous faire nos soupes et nos plats d'hiver, nous chauffe l'eau des radiateurs et l'eau avec laquelle on se lave en hiver. Et donc merci au bois, quoi. Et peut-être Charles, tu veux présenter cette scie Oui, on a cherché des alternatives à la tronçonneuse à moteur thermique, parce que je me dis, ça reste c'est bête d'utiliser du pétrole pour faire son bois de chauffage, quoi. C'est vrai qu'on a misé comme énergie renouvelable majeure le bois, parce qu'on a la chance d'avoir 12 hectares de bois. Et donc, on a cherché des alternatives, mais on a des outils magnifiques. Déjà, on a des très très bonnes haches. Et puis, ces scies-là, elles sont d'une efficacité de dingue, quoi. Et on a vu qu'il y avait un plaisir incroyable. C'est-à-dire que quand tu es en silence dans le bois, ok, tu vas moins vite, mais alors, tu as une communion avec la nature, tu es assis au ras du sol, dans les fougères, l'odeur de mousse, c'est juste merveilleux. T'as pas le bruit de la tronçonneuse, qui est quand même, on peut le dire, l'enfer, le bruit, l'odeur. Et en fait, ça nécessite pas beaucoup de force, parce que ce sont vraiment des outils très ingénieux. Et donc, même une personne comme moi, avec des muscles absolument démesurés, on y arrive, quoi. Alors, c'est à deux, je présume, que vous oui, mais je le fais aussi tout seul. On peut l'utiliser seul aussi. J'en ai une un peu plus petite. Mais aussi... non, ça, c'est la petite, d'ailleurs. Ça, c'est J'en ai une plus longue. En fait, la question des outils, elle est totalement centrale. Quand j'avais mon bateau, c'était aussi un vieux bateau classé monument historique. Il était totalement low-tech, hein, et ça marchait super bien, quoi. Donc, je crois beaucoup aux vertus des choses simples que tu peux réparer toi-même. Et ça, tu vois, tu l'affûtes indéfiniment. Ça, ça coûte pas cher de faire un bâtiment comme ça. Ça nous oblige à savoir très bien affûter, donc à acquérir constamment des nouvelles compétences. Et alors, comme je suis fou d'outils, je cherche... ça se voit pas. Je cherche toujours les meilleurs outils possibles, donc j'en teste pas mal. Et un peu comme autrefois, tu vois, j'aime bien les marquer. Il faut que ce soit tranchant comme des rasoirs. Alors attention à ne pas se blesser, donc du coup, se faire des tabliers un peu épais, du coup, on apprend à travailler le cuir, etc. Et de fil en aiguille, tu passes ta vie à apprendre, et c'est que du bonheur, c'est pas du travail, quoi, en fait. C'est que du bonheur. Et ce qui est très plaisant sur les outils, c'est que c'est aussi quelque chose de plus accessible, parce que entre acheter un énorme tracteur ou je vais vous montrer la boîte à outils qu'on utilise pour faire le jardin, en fait, c'est un investissement qui est complètement différent. Et nous, on a trouvé quand même énormément, on adore aller dans les brocantes, et on a trouvé énormément de choses dans les brocantes à des prix complètement accessibles et parfois dérisoires, et des outils forgés à la main, d'une qualité de ouf, vraiment, c'est... Oui. Parce que dès que tu mets un moteur thermique, tu payes le moteur. Donc, par exemple, on a inventé un outil qui s'appelle la Campagnole, avec Vincent Legris, un artisan. De l'Aveyron, il me semble qu'il est. Oui. Tu achètes un motoculteur de merde, l'entrée de gamme qui te fait un travail de merde, excusez-moi, ça te vaut tout de suite 300-400 €, quoi. Alors que pour une Campagnole, elle te fait un travail infiniment supérieur, elle ne détruit pas le sol, tu travailles en silence, elle te coûte rien en entretien et elle va te durer toute ta vie. Pas besoin de cordon ombilical, ni de chargeur, ni d'électricité, ni de pétrole, ni rien. Une fois que tu l'as acheté, tu l'as acheté. Mais après, ce que je voudrais ajouter, c'est que comme on a des panneaux solaires, une éolienne, et qu'on est dans une démarche ouverte, je m'intéresse beaucoup à tous les outils à batterie, parce qu'on charge les batteries avec nos panneaux solaires. Donc on a aussi des taille-haies, des broussailleuses, comme ça, à batterie, pour essayer. Bon, ça, je l'utilise jamais parce que moi, je préfère infiniment la faux.
mais j'ai un gars parfois qui m'aide pour l'entretien. J'ai aussi des tronçonneuses ou une tondeuse à gazon sur batterie. Donc je me dis, bah voilà, on utilise l'énergie des panneaux solaires, il y a de la technologie là-dedans, mais on a un plan B, un plan C, voilà. Là, on le comprend bien. Voilà, donc par exemple pour le bois, bah, j'ai toujours des tronçonneuses à moteur thermique, j'ai mes outils manuels et j'ai des tronçonneuses électriques. Et selon l'humeur du moment et surtout la taille de l'arbre, eh bien, je choisis l'outil qui va bien. Ce que je veux vous montrer, c'est très simple. C'est la boîte à outils de mon père, qui est en fait une espèce de boîte à outils idéale du jardinier maraîcher. Et en fait, bah voilà, pour faire une micro-ferme en permaculture, vous avez besoin à peu près de ce qu'il y a sur cette boîte. Donc une faux et puis quelques outils très simples. Voilà, un plantoir, pelle, etc. Mais nul besoin de folie compliquée, de 10 000 tracteurs, etc. pour faire une ferme, quelques bons outils. Je vous montre quand même celui-là que j'aime beaucoup. Ça s'appelle un... Ori-Ori. Exactement. Un Ori-Ori, c'est un outil japonais, très beau, très agréable et qui en fait permet de transplanter, de désherber, de faire tout un tas de tâches, presque comme un couteau en fait. Et ça, c'est un outil qu'on aime beaucoup et qu'on utilise beaucoup. Étonné que je te dise ça, j'avais fait une vidéo. Connaisseur. C'est beau. Et t'as vu comment c'est ça, tu le gardes à vie, t'as vu l'épaisseur? À vie, à vie. Même de génération en génération. Hein. Parce qu'on utilise des outils anciens, trouvés dans les brocantes, et qui ont, à mon avis, parfois plusieurs centaines d'années, et qui continuent de servir, quoi. C'est magnifique. Et alors ici, bienvenue dans la dernière partie, qui est la partie la plus récente, qui est le paysage de résilience, qui a été planté il y a 6 ans environ. Donc en fait, c'était un pré nu, et plus de 5000 arbres ont été plantés ici. Donc que des arbres dans une démarche de résilience. Donc des châtaigniers, des oléagineux, des arbres fruitiers, etc. Il y a un chemin creux qui parcourt tout le jardin de résilience, qui sera un futur chemin creux qui ne l'est pas encore. Et il y a plein de petits prés et des jardins de bois, puisqu'on essaye de faire des essais de culture du bois, puisque c'est absolument central dans notre vie. Et qu'on aimerait bien avoir un rapport le plus écologique possible avec le bois, la forêt. Donc Charles a fait des jardins de bois et en fait le jardin de résilience est clôturé en petits prés-vergers dans lequel ici par exemple il y a nos moutons parce qu'il faut savoir que c'est du pâturage holistique et en fait quand les prés sont plutôt petits mais que les bêtes sont changées souvent d'endroit, le sol est beaucoup moins tassé et l'herbe repousse plus vite. Donc en fait ça permet aux animaux d'avoir une meilleure qualité de vie. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de préjugés autour des arbres et des forêts-jardins, comme quoi cultiver des arbres ou planter des forêts-jardins, ce serait une méthode du paresseux, ou si je puis dire, ou une méthode qui permettrait de moins travailler. Je tiens à souligner que plus je passe de temps ici, plus je découvre à quel point les arbres, c'est aussi beaucoup de travail, de taille, d'entretien. Et c'est vrai que c'est tout un savoir-faire qui est complètement différent et quand on plante un arbre, il faut quand même s'en occuper. Donc ici on a entrepris de tailler les arbres, mais bon 5000 arbres ça fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas tous les ans, mais c'est quand même important de prendre soin de ces arbres et donc quand on plante les arbres, peut-être ne pas en planter trop pour pouvoir s'en occuper au mieux. Voilà. Vous êtes quand même à 5000. Tu me dis ça après en avoir planté 5000. Folie des grandeurs, mais voilà, écoutez, on fait au mieux. Et c'est vrai que ce paysage de résilience est absolument merveilleux. On a un étang aussi dans le fond où on peut se baigner, qui a amené une biodiversité exceptionnelle avec énormément d'oiseaux, énormément de grenouilles, énormément de plantes. Et c'est vraiment génial de reconstituer aussi des paysages, des haies, des paysages sauvages et de ne pas que toujours être dans une démarche de production, mais être aussi dans une démarche de partage, de réensauvagement, de laisser des zones libres, complètement sauvages, même pour que la nature puisse s'exprimer. Ça me parle. Voilà. J'ai une dernière question, Lila. Ouais. Toi qui as dû voir énormément de monde, on peut vraiment dire que tu as dû... Je sais pas, il n'arrivait pas, Charles, à nous dire tellement il y a eu de monde. Ouais. Ça a dû t'apporter quand même de te dire, bon, bah, mes parents, ils font ça. Il y a beaucoup de personnes qui viennent voir. En plus du savoir que tu as eu par l'ensemble de... En fait, si tu veux, c'était très particulier pour moi, Brian, parce que... et c'était génial. J'ai rencontré évidemment une tonne de personnes merveilleuses avec la ferme.
Après, voir tous ces gens qui venaient de partout pour visiter la ferme, etc., moi je me disais, mais moi c'est pas mon truc quoi. Je voyais tous ces gens surmotivés, etc. Alors, j'avais peut-être pas conscience, peut-être que les cordonniers sont les plus mal chaussés, j'avais peut-être pas conscience de ce qui se passait là. Et puis, je voyais mon père travailler tellement que pour moi, c'est aussi un peu un contre-exemple, quoi. J'ai pas envie de passer ma vie à me tuer à la tâche. Et c'est vrai que... Donc ça a été un chemin plus sinueux. Donc moi je rêvais de faire des livres, j'adore l'édition, ça m'appelle. Et donc en fait c'est vraiment en travaillant aux éditions Ulmer que je me suis rendu compte qu'en fait je savais pas rien et que beaucoup de choses étaient passées sans même que je m'en rende compte et que un rapport avec les plantes, des connaissances, etc. Moi je me sentais complètement illégitime. Et c'est au contact d'autres personnes en dehors de la ferme que je me suis rendu compte que bon il y avait quelques trucs que je savais. Bases. C'est ça. Et en fait, je sais pas du tout, moi, comment je me situe dans ma vie. Là je viens de déménager, je sais pas ce que je vais devenir. Mais c'est bien qu'on arrive pour le départ. Premier jour. Mais oui, parce que peut-être qu'on se reverra dans quelques, je sais pas, Exactement. 2, 3, 4, 5 ans. Mais en fait, ce que je sais, c'est que tous les savoirs que mon père a accumulés au cours de sa vie, c'est hyper précieux. Et que j'ai envie qu'il me transmette tout ça. Alors je ne vais pas vous dire que je vais devenir paysanne ou quoi que ce soit, je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais en fait, là, j'ai commencé à fabriquer mes meubles en bois pour ma future maison. C'était un de mes rêves. Et ben voilà, je ne peux pas le faire en partant de zéro. Alors je regarde des vidéos YouTube, je me renseigne. Mais le fait d'avoir mon père qui puisse m'apprendre, ça n'a pas de prix. Donc pour le moment, voilà, je plante mes plantes médicinales sur l'île, je m'installe dans ma maison et puis on verra. Cher Lila, merci pour cette grande visite. Avec plaisir. Lila, tu as été mon éditrice. Oui, j'ai eu le plaisir, on a eu le plaisir de faire un livre ensemble que vous connaissez certainement et qui est un super livre pour encourager les gens à quitter la ville. Coécrit avec ma sœur. Exactement, coécrit avec Jen. Gros coucou à Jen. Et en fait, moi je suis éditrice de livres sur la nature. Et j'ai beaucoup travaillé avec les éditions Ulmer. Et pour moi, une des clés de l'autonomie et de la résilience, c'est le fait de faire communauté et de partager avec les autres, de transmettre exactement ce que vous faites avec la chaîne YouTube. Mais pour moi, on ne peut pas être autonome seul et on a besoin d'être ensemble. Et du coup, on a eu quand même pas mal d'aventures éditoriales qui nous ont permis de nous mettre en lien, de transmettre les choses aux gens, etc. Et on a notamment co-créé avec Charles et Ulmer la collection Résilience, où nous sommes à 31 titres. Vous en avez peut-être déjà vu chez vos libraires ou entendu parler. Et en fait, on voulait faire des petits manuels accessibles à toutes et à tous, puisqu'ils sont tous autour de 15 €, hyper illustrés, avec beaucoup de photos, etc., qui soient des livres pratiques pour transmettre à chaque fois toutes les bases pour se lancer sur des thématiques en lien avec l'autonomie, la résilience. Alors il y en a plein, mais c'est vrai qu'il faudrait 120 vies pour pouvoir traiter toutes les thématiques d'un mode de vie écologique. Alors Charles en a fait énormément à la ferme, mais on avait besoin quand même de se réunir avec un groupe de personnes, tous plus talentueux et talentueuses les uns que les autres. Et nos deux derniers bébés, c'est ces deux livres-là, Cuisiner low-tech et prendre soin de son sol. L'un écrit par Emmanuel Bourguignon, le fils de Claude et Lydia Bourguignon, qui est un expert absolument mondial autour des questions du sol, et Cuisiner low-tech par Lucie Le Guen, qui est chef et qui fait une cuisine absolument incroyable, tout à l'énergie du corps, du soleil, du vent. Donc ça, ce sont nos deux derniers bébés résilience dont on est très fiers. Mais on sort fréquemment des livres et on essaye vraiment de partager, de faire communauté, etc. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, tout comme le travail qu'on fait avec la ferme, où on a un carnet de bord newsletter, où Charles, tu partages tout un tas d'astuces, de bonnes pratiques, etc. Ce que je pourrais dire pour cette collection Résilience, c'est que c'était un grand plaisir de créer ça avec Lila et la merveilleuse équipe d'Ulmer. Moi, j'ai l'honneur de diriger la collection, c'est un grand mot, mais ce qui était très sympa, c'était de créer ce concept. La maquette, on a essayé de faire des petits objets de qualité, et ils sont en papier recyclé. Et ce qui est assez rare dans le monde de l'édition, si ce n'est rarissime, c'est qu'il y a une compensation carbone. Comme pour ce livre qui était donc Vivre avec la Terre, qu'on avait publié avec Actes Sud. Pour chaque livre acheté, il y a un arbre planté et ça a permis
comme en fait ils sont très efficaces là-bas, de planter à peu près 100 000 arbres à Madagascar au profit des petits paysans, dont ça contribue à changer la vie. Et là, en ce moment, il sert à planter des forêts-jardins au profit des petits paysans de Madagascar. Donc ça, c'est une grande joie. Bon, moi j'en ai écrit quelques-uns, comme par exemple créer une mini-forêt-jardin, ou alors un sujet... c'est celui qui s'est le moins bien vendu de la collection, mais moi je l'aime beaucoup. Faire son bois de chauffage sans pétrole, avec des outils manuels comme ceux qu'on a vus tout à l'heure. Et parce que je trouve que c'est une très grande joie, me voilà avec Lila. C'est une très grande joie de travailler à la main. Moi j'adore ça. Si je peux ajouter un petit truc, c'est que avant de devenir paysan, j'ai passé 15 années à visiter les peuples premiers. D'où le fait que tu es là, un ciel de cases des Indiens Wayana. Là, j'ai encore des arcs et flèches de ces vies chez les peuples premiers, des peintures aborigènes. Et partager la vie de ces peuples qui vivent encore dans une grande osmose avec l'environnement et qui ont développé toute une culture et une spiritualité autour du respect de la terre-mère. Ça m'a vraiment donné le goût du low-tech, le goût d'une vie reliée, reliée à toutes les formes de vie. Et voilà. On travaille depuis plusieurs années à la création de formations en ligne également. Je pense que dans les mois à venir, elles vont voir le jour. C'est toujours ce souci de partager. J'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'urgence entre la destruction du monde, la construction du monde de demain. Et j'aspire de toutes mes forces à essayer de contribuer à laisser un monde plus paisible, plus fécond, plus naturel aux générations à venir. Et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir garder la pêche, mais transmettre, c'est vraiment un truc important. Et c'est vrai que ces formations en ligne, c'est merveilleux, c'est la magie d'Internet. Là, vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube, et pour nous, c'est important aussi de participer à ça, quoi. Oui, moi j'adore le support livre. À ma génération, j'adore écrire, par exemple, mais raconter en faisant des films, ça fait partie de ma vie antérieure, et c'est vrai que c'est magique aussi, parce que tu as le son, l'image. Donc cette ferme, on la maintient pour que ça reste un lieu d'exploration du monde de demain, de partage, de transmission. C'est ça qui fait que je me lève chaque matin avec la joie de faire un truc passionnant, quoi. Et ben, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Lila, ça faisait des années peut-être qu'on se disait un jour il faudra le faire, on n'avait pas l'année. Exactement, mais... exactement, c'est chose faite. Et on y est. Merci d'être venu, merci beaucoup. On salue tous ceux qui vont regarder cette vidéo, celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, on adore, on adore lire vos commentaires, etc. Ça nous fait super plaisir, même quand vous nous écrivez sur Instagram et tout, on adore. Ça nous touche. D'où vous nous regardez, des fois c'est assez curieux. Ouais, restons reliés, hein. C'est vrai que seul on ne fait pas grand-chose, mais que si on est en communauté, je pense qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Et si chacun amène sa goutte d'eau, comme disait Pierre Rabhi, on va sauver le monde, il n'y a pas de doute. Allons sauver le monde. Alors. Oui, merci. Merci beaucoup. On vous souhaite tout le meilleur.